Le compte à rebours est parti, mon cher. Bonjour à tous, bienvenue à cette soirée SMPTE. Applied Electronics va vous présenter 4 produits qu'on a trouvés super intéressants au NAB, en fait des nouveautés. Et de ce pas, je vous passe Michel. Bonsoir, bienvenue à la présentation SMPTE Speed Dating. Je vais vous présenter un beau produit. Le produit que je vais vous présenter, c'est la C500 de Canon, caméra 4K qui est introduite et commercialisée en 2012-2013. Caméra 4K, mais qu'est-ce que le 4K? Bien, le 4K, principalement, c'est 2 formats. Si on regarde le premier format, ça vient d'Hollywood. C'est 2 fois la résolution horizontale du 2K. Et dans l'autre cas, c'est une relation hiérarchique au HDTV qui est 2 fois la résolution horizontale du HD. Elle a un capteur CMOS de 8,85 millions de pixels. Elle a une haute sensibilité et un niveau de bruit réduit qui permet des applications à peu près dans n'importe quoi. Format, on a dit 4K, mais elle enregistre aussi en 2K RVB et en Full HD RVB. Elle fait du 24p, mais elle fait aussi du 120p par incrément de 2. Donc, permet de faire de l'enregistrement à haute vitesse pour créer des ralentis. Elle a aussi une antenne Wi-Fi qui permet le contrôle de la caméra, contrôle couleur. Elle a aussi la possibilité d'avoir la géolocalisation sur la caméra. Maintenant, on peut l'avoir en EF mount ou en PL mount. Si on regarde le petit dessin, bien, la C500 pousse ses fichiers RAW à travers 2 liens 3 GB SDI dans le KiproQuad. Elle enregistre aussi du MPEG-2 50 Mbps sur une carte CF pour le système hors ligne. Si on regarde pour la post-production plus bas, bien, le KiproQuad pousse ses fichiers RAW. Il les pousse dans un ordinateur qui, lui, des transcodes, il fait le tressage du RVB. Un coup qu'ils sont rendus en RVB, bien, il fait des DPX ou des OpenEXR pour la correction de couleur. Bon, il y a 3 applications possibles, il y en a peut-être plus, mais au moins 3. La production cinématographique, la production vidéo. Oui, on peut mettre une lentille EF mount avec zoom motorisé, utiliser la Canon avec ou sans KiproQuad. La 3e application, c'est le ROI. Qu'est-ce que le ROI? C'est le Region of Interest. Ça permet d'aller chercher des portions d'images et les scaler en Full HD. On peut avoir plusieurs ROI. Bientôt, on va avoir un bras manipulateur qui va pouvoir manipuler la position et la dimension du ROI. Le KiproQuad, c'est le compagnon idéal. S'enregistre en RAW, en ProRes. C'est Thunderbolt, ça enregistre sur SSD, c'est fiable, c'est aussi un moniteur de confiance aussi, et du fait du 2K, du 4K et du HD. Maintenant qu'on a eu tous ces beaux signaux-là, on a utilisé le AJA, on a plusieurs. On va passer la parole à Yvon, qui va nous dire qu'est-ce qu'on va faire avec ces signaux-là. Yvon, la parole. Voilà. Merci, Michel. Votre budget est limité? Vous avez besoin d'une solution multifonction avec peu d'opérateurs? Vous avez peu d'espace? Vous voulez une solution robuste, broadcast, pas un PC, pas un switcher qui roule sur un PC? Voici le Carbonite et sa connectivité. D'une part, le Carbonite, tout ce que vous allez voir ici, c'est inclus dans le package de base. Fait que vous avez le contrôle de caméra robotisé, vous avez des frame sync, vous avez des entrées HDMI et NTSC dans le modèle multimédia. Vous avez un multiviewer, mais non, 2 multiviewers. Vous avez l'intégration avec la console de son pour l'audio follow vidéo. Vous avez le CG soit interne, vous pouvez acheter une licence interne, ou l'avoir externe pour ceux qui veulent faire du 3D. Vous voulez le contrôle de serveur sous protocole AMP. Vous n'avez plus un opérateur VTR, vous rappelez des clips via les macros. Et vous avez 4 media players intégrés. En plus de ça, vous avez 8 keyer et 4 DVE flottant dans ce petit switcher-là de 2 ME. Fait que voici la version standard, le produit initial avec 24 entrées et 8 auxiliaires et une sortie programme preview. Et voici le modèle multimédia qui vous permet d'avoir aussi des entrées HDMI et des entrées NTSC component. Et il y a même un SyncGen interne pour ceux qui veulent encore, s'ils veulent faire un kit portable, d'avoir de quoi de vraiment minimaliste. Et qu'est-ce qui est nouveau du NAB? C'est le Carbonite Extreme. Fait que c'est le premier aiguilleur qui a un router intégré.
de 144 par 144 dans le frame comme tel. C'est une solution simplifiée pour le câblage. Imaginez-vous, tous les jack fils, vous minimisez, vous branchez là-dedans une fois terminé. L'intégration avec l'aiguilleur et le répartiteur mnémonique, pas besoin d'avoir un image vidéo pour que ça se parle. On voit ici les deux aiguilleurs. Oups, attendez. Il faut avoir un aiguilleur ou deux, soit pour la redondance ou pour deux studios. Vous avez des granularités de 8 in et 8 out. Vous pouvez faire 72 in, 8 out, comme vous voulez. Et il y a aussi un nouveau logiciel qui s'appelle Live Assist sous Carbonite qui permet à l'animateur, avec sa tablette, de changer les auxiliaires ou les mix effects, qui donne une puissance supplémentaire à l'aiguilleur qui en a déjà plein les bras ou à lire son journal. Fait que c'est une révolution dans la conception d'aiguilleurs. Comme tel, si vous regardez le décompte, vous avez 144 in, 144 out, pas besoin de tie line, ça se branche direct, ça vous donne un total de 154 par 168. Aïe aïe. Qu'est-ce qui manque à tout ça? C'est une solution qui stream, qui enregistre aussi sur une carte SSD ou un hard drive. Ça s'appelle le Monarch HD. Fait que ça, c'est pour 995$. Vous avez une petite boîte portative, vous pouvez en avoir 2 ou 3, vous mettez ça dans votre coffre à gants. Et de ce pas, je passe à mon ami Robert. Merci. Bonsoir tout le monde. Ça en fait du monde à dater en même temps, mais bon, on va faire au mieux. Pour ceux qui ne l'auraient pas remarqué, ici, ce soir, on a un concept dans la présentation, c'est qu'on est live. Michel a présenté une caméra, il tourne des images avec. Yvon a un switcher pour découper le show. Mais maintenant, ça va être quoi notre prochain défi? C'est que on va devoir la mettre en onde, cette émission-là. Qu'est-ce qu'on va devoir faire pour ça? On va devoir transporter nos signaux vidéo de notre site de production vers notre régie de mise en onde. Belle idée. Comment on va faire ça? Bien, avant, quand on pensait à ce genre d'application-là, on pensait à des liens satellites, on pensait à de la transmission hertzienne en ligne de vue. Maintenant, on est au 21e siècle. Ce qu'on veut faire, c'est transporter ça comment? Sur un réseau IP. Et idéalement, sur un réseau IP qui ne coûte pas cher. Et quand on pense à un réseau IP qui ne coûte pas cher, on pense à quoi? On pense à Internet. Aïe, aïe, transporter de la vidéo en temps réel sur un réseau public comme Internet. Bien, pourquoi pas? On aime ça, les défis, puis c'est pour ça qu'on est ici ce soir, puis qu'on va parler de quoi? On va parler de la technologie Nimbra VA210 de la compagnie NetInsight. Qu'est-ce que c'est? C'est une technologie qui permet le transport de TransportStream MPEG sur le réseau Internet public, mais en conservant un niveau de qualité élevé. Comment ça fonctionne? Comment on arrive à faire ça? Bien, de un, on a un concept, on a un lanceur qu'on appelle du côté du site de production. Le lanceur, lui, va s'occuper, va recevoir les streams, le ou les streams MPEG. Il va les encapsuler, les encrypter. Il va ajouter à ça un code de correction d'erreur qu'on appelle le Forward Error Correction et il va pousser ça sur Internet public vers le receveur. Le receveur, lui, va faire l'opération inverse, va décapsuler l'information et suite à ça, il va aussi, s'il y a eu des paquets qui ont été perdus en cours de route, va utiliser le Forward Error Correction pour récupérer ces paquets-là. Et s'il y a des paquets qui s'avèrent irrécupérables, bien, il va faire ce qu'on appelle une demande de retransmission sélective. Pourquoi sélectif? C'est que de la façon dont le système fonctionne, dans un stream MPEG, on peut avoir un group of pictures constitué de frames I, B et P. Les I sont plus importants, donc il va prioriser les retransmissions de paquets qui ont rapport avec les frames I. Donc, c'est un système qui est conscient d'une certaine façon du contenu, puis il veut évidemment accélérer le retour des paquets pour reformer son image le plus rapidement possible. Les bénéfices de ça, bien, du fait qu'on utilise le Forward Error Correction et la retransmission sélective, on est capable d'assurer un transport de qualité. Comme on vient de parler d'utiliser Internet public, déploiement rapide, à des coûts abordables, et ça permet aux propriétaires de contenu, aux diffuseurs, de développer des nouveaux marchés et des nouveaux modèles d'affaires. Et pour la suite, je passe la parole à Marc de Montigny. Merci, Robert. OK. Bon, parfait. Donc, bonsoir, je suis Marc de Montigny. Maintenant, on va garder un peu le même concept. On a fait plein de beaux programmes, on a produit plein de belles émissions. Là, on digitalise tout ça, on archive dans notre librairie d'archives, de médias.
Là, on imagine, on est quelques jours plus tard, quelques mois plus tard. Dans un même contexte de live, un collègue vient nous voir puis nous fait une demande. Je cherche un clip particulier avec un dialogue précis. Je cherche vraiment une discussion qu'il y a eu entre deux personnes. Comment peux-tu me trouver ce clip-là? Fait que là, imaginez, tu te croises les doigts que... excusez, j'avais déjà oublié de passer la slide. Tu te croises les doigts que ce clip-là, tu veux le trouver, t'espères que ton metadata a été bien entré et que ton metadata est riche et aussi que le clip n'est pas trop long parce que un coup que tu as trouvé ton clip, il faut bien que tu le regardes, ton clip, puis tu trouves le dialogue, le passage que tu veux. Fait que comment tu pourrais faire pour aller rapidement puis trouver le clip que tu veux? Nextpedia, Dialogue Search est une solution pour ça. OK? En fait, ce qu'il va faire, lui, c'est qu'il va faire la recherche du dialogue sur les pistes audio directement. Et il ne va pas utiliser Metadata ou le Closed Caption comme d'autres produits qu'on connaît. OK? On va aller un peu plus vite. Donc, comment c'est fait? C'est basé sur la recherche de phonèmes. Les mots sont composés de phonèmes. Et les phonèmes, ils ont des empreintes digitales. C'est là-dessus qu'ils se base, la recherche. C'est un produit qui existe déjà dans les centres d'appel ou, exemple, les assurances, qu'on appelle, puis on se dit que l'appel peut être enregistré pour contrôle de qualité. C'est exactement la même technologie que Nextpedia propose dans d'autres marchés verticaux, mais maintenant, ils utilisent cette technologie-là pour notre marché, le Media and Entertainment. OK, je vais passer tout de suite à ça. Les avantages, recherche de mots simples, plusieurs mots, des phrases, logique booléenne dans ta recherche, on connaît ça. Rapide, ça se fait en quelques secondes. Je vais mettre de l'emphase là-dessus dans une couple de secondes. Ça s'intègre avec des MAM, avec les systèmes de montage non linéaire aussi. Petite démo bien vite, interface à la Google. On rentre nos mots, recherche booléenne pour des recherches avancées. On pèse sur Enter, le résultat est le suivant. Je vous mets une attention, c'est écrit en petit, mais c'est écrit sur 48 295 clips, 3 325 heures de clips. En 1,81 secondes, il a trouvé 24 résultats. Les 24 résultats de toute votre base de données, de toute votre archive. OK? Et les résultats sont affichés en résultats positifs, en ordre décroissant. Donc, si on a choisi notre clip un coup qu'on l'a trouvé, on l'amène dans le lecteur vidéo. Là, on voit ici les marqueurs rouge et bleu. Ça, c'est exactement les mots qu'on a mis en recherche dans le temps, dans le clip, où est-ce qu'ils sont. Avec votre lecteur, on peut aller directement voir pour confirmer que c'est ça qu'on veut. Un coup qu'on a choisi ça, on peut l'exporter dans notre MAM ou dans notre système de montage non linéaire pour continuer après ça notre production. Alors, j'ai passé à travers, c'était un peu vite. Si vous avez des questions sur ce produit-là, une démo ou sur les autres produits que mes collègues ont montrés, vous pouvez contacter Applied Electronics, Michel, Robert, Yvon ou moi. Merci beaucoup tout le monde. Hey, il te restait 7 secondes, mon cher. Merci. Alors, on va inviter Denis Rivard de Ordigraph. Je vais resetter le compteur. Pas perdre du temps, là. Non, je vais pas rester. Alors, on est prêt? Alors, Denis, c'est à toi. Merci, bonjour. Je vais débuter parce qu'ici, il y a beaucoup de monde qui ne connaissent peut-être pas Ordigraph. Ordigraph, depuis les années 2000, s'est concentré beaucoup plus dans le milieu du film. On a développé une relation avec une compagnie qui s'appelle Discrete, qu'on représentait à travers le Canada. Donc, on a fait des projets à Vancouver, à Toronto, à Montréal. Le but de ça, c'est qu'on installait des outils tels que les Smoke, Fire, Flame et autres. Et puis, là, on travaillait avec des produits, avec des fichiers non compressés. Donc, ça nous a amené à regarder beaucoup de problèmes de production que les gens avaient dans le milieu film, présentement, qui se représentent beaucoup dans le milieu de la vidéo traditionnelle. Première chose qu'on s'est aperçu, c'est que les marchés ont changé rapidement. On est passé d'une approche centrée vidéo vraiment à une approche centrée données. Donc, ça a amené une autre façon de regarder la production et la post-production. Suite à ces changements de technologie, nous avons développé une expertise en design d'infrastructure avec attention à l'optimisation des bandes passantes. Pourquoi? Il a fallu travailler avec différents types de technologies, InfiniBand, Fiber Channel. Toutes ces technologies-là nous ont amené à regarder comment optimiser la capacité requise
dans le design. Est-ce que c'est un DAS? Est-ce que c'est un SAN? Un DAS, c'est Direct Attach. Un SAN, un NAS. Comment qu'on ajuste ça? Combien qu'on en met? C'est ce qui se passe? On manque des choses. Puis en faisant ça, il est arrivé une autre affaire qu'on s'est aperçu, c'est que c'est bien beau, on parlait ici en gigabits, on parlait après ça en terabytes, 1 ou 2 terabytes par station, ça allait bien pour bouger ça. Là, on est rendu avec des 100 terabytes, 200 terabytes, 500 terabytes, donc il a fallu vraiment s'adapter. Ce qui nous a amené à regarder comment gérer ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? La façon que l'information se promène maintenant dans des endroits est très complexe. Beaucoup de monde, ça se parle avec différents types de fichiers. Donc, il a fallu regarder ça puis dire, OK, comment on fait pour aider à travailler ça? Fait que grâce aux nouvelles technologies, et la quantité de matériel généré aujourd'hui demande une gestion différente tout le long de la durée de vie des médias. Donc, il faut la gérer. Les médias, il faut la gérer aussi les projets, arriver à temps puis être capable de les livrer. Ce qui nous amène à présenter les deux produits qui se ressemblent, mais qui sont utilisés pour offrir des solutions différentes à des problèmes. CAD-DV, Focal Point Server. CAD-DV, c'est un gestionnaire de médias numériques. Focal Point Server, c'est un gestionnaire de projets collaboratifs. CAD-DV est un logiciel de gestion de médias numériques, donc, comme diraient les Chinois, un MAP. Il permet de cataloguer avec beaucoup de détails vos médias. Lors de l'importation, l'ingest des médias, beaucoup de métadonnées sont extraites automatiquement. Donc, on peut voir ici que normalement, quand on choisit un fichier, on a l'information, on sait que c'est un QuickTime, on peut savoir le poids, on peut savoir la dimension, 2000 par 1000, on peut savoir l'audio. On peut voir aussi, même il y a un numéro ici qu'on appelle un numéro de file hash, qui est un numéro unique pour tel projet. Ça, donc, c'est l'information qui a été prise durant l'ingest. Dans le catalogue, ici, on peut voir qu'on a des signaux vidéo, on a des signaux RAW, on peut avoir des MXF, on peut avoir du graphique, on peut avoir de l'audio. Donc, on peut mélanger tout ça dans un catalogue spécifique pour un projet spécifique. Dans CAD-DV, plusieurs catalogues, donc dépendant du type de département, du type de la grosseur de la place, vous pouvez avoir beaucoup de catalogues avec des notions différentes de ça. Le catalogue se fait sous forme de champs prédéfinis, champs déroulants avec les termes acceptés, et puis des champs en texte libre permettant surtout aux autres d'être beaucoup plus granulaires par rapport à une description d'une scène, l'action, personnage, des choses même pour nous permettre de faire une recherche beaucoup plus intéressante. Utilisé généralement dans des projets de long terme, parce que de plus en plus, on a de plus en plus de stocks qui arrivent pour les projets. Donc, ça nous prend une façon de pouvoir gérer une grosse quantité de médias. En numérisant, le produit nous fait des proxys. Les proxys peuvent être, donc, ici, on a le catalogue vu d'une façon différente. Tantôt, on avait de l'information qui était beaucoup plus numérique. Ici, c'est une vision beaucoup plus visuelle. Les recherchistes, ces choses aiment beaucoup mieux de cette approche-là. L'outil est intéressant afin d'avoir accès à des visuels informatiques, informations historiques de très longue durée. Différentes façons de faire des recherches. Bon, je m'en vais trop vite, là. Différentes façons de faire des recherches. Ça, je ne voulais pas embarquer dans les détails, là, mais donc, c'est un outil très performant par rapport aux recherches. L'autre chose qui est très intéressant, c'est que tous les types de médias que nous avons en archives peuvent être numérisés et catalogués. Donc, nos fameuses voûtes vidéo et films, beaucoup de places qui ont des voûtes avec du 3/4, avec du film, avec du demi-pouce BHS, du DV. Je pense que c'est une façon de pouvoir nous aider à les archiver et être capable de les utiliser plus facilement. Donc, on peut facilement numériser les produits et après ça, les archiver sur ruban numérique data, en LTO5, LTO6, en HD ou en plus haute définition, dépendant des types d'originaux qu'on utilise. N'oublions pas aussi toutes les nouvelles caméras avec leurs différents standards de fichiers numériques
Donc, procédé d'affaires complètement différent pour l'ingest. Important d'archiver au moment d'ingestion pour être sûr d'être capable de récupérer les sources si jamais il y a un problème qui nous arrive. Ça interface bien avec des logiciels d'archivage à Tempo, Quantum, Prestore, puis il y en a d'autres, là. Je ne me rappelle plus le nom, mais il y en a d'autres. On n'est pas limité aux détails utilisés à l'importation. On peut ajouter beaucoup plus de métadonnées dans plusieurs champs après l'avoir ingéré. Donc, ça se fait offline. On peut tout préparer puis refinaliser l'information qu'on veut y mettre pour se retrouver. 4DV a un outil de transcodage très puissant. Difficile à montrer ici, mais c'est extrêmement puissant, cet outil-là. Ça nous permet de centraliser le transcodage et aussi d'automatiser beaucoup de procédés d'affaires en background pendant qu'on fait l'autre chose. Les transcodages, on peut utiliser Vantage, des autres outils, mais on va les utiliser avec le Worker Node pour nous le faire en background sans déranger le workflow. Donc, le Worker Node, lui, qu'est-ce qu'il nous donne? Gestion automatique de création de catalogue, création de proxy, création de versions alternatives des médias, gestion automatisée des archives. Tout ça se fait en background pendant qu'on continue à faire nos autres choses avec. Il y a aussi une interface web qui est un petit peu plus simple que le Rich Client. Par contre, on peut, avec un outil de développement, développer une interface qui peut faire notre affaire par rapport aux différents besoins des différents départements. Donc, un outil de même, pour faire l'installation adéquate, on doit commencer par une analyse stricte des procédés d'affaires. Puis le niveau de formation requise varie selon le rôle de la personne et des procédés d'affaires. Il faut investir beaucoup dans l'intégration. Focal point. C'est quoi? Le produit a été développé parce que la BBC avait besoin du montage collaboratif. Le développement a débuté en 2010 comme outil de projet collaboratif pour le département des sports de la BBC pour les Olympiques de 2012. Il a été installé à la BBC en novembre 2011, puis a été utilisé durant les Olympiques. Comme dirait, pour expliquer un petit peu plus la raison, comme dirait le développeur, mon ami Kevin, il dit « C'était un soir au pub discutant avec un ami, prenant un coup, en jasant. Le gars m'est arrivé, on a des problèmes, les Olympiques s'en viennent, puis on ne sait pas trop, blablabla. Lui, il dit « Ah, je peux te faire ça, pas de trouble. » Le gars, le lendemain, il a envoyé un document, 90 pages, il dit « C'est ça qu'on veut faire. » Fait qu'il est parti de ça. Tu veux le voir? Là, il me panique, là, il va me faire paniquer. Donc, il est parti avec les besoins pour les Olympiques. Puis de ça, il a commencé à regarder qu'est-ce qui peut arriver. C'est quoi les vrais problèmes? Et pas tous les j'aimerais avoir, mais plutôt, c'est quoi les problèmes que vous voulez régler? Première affaire, il voulait avoir une interface simple qui s'ajuste aux différents rôles de l'individu. Première affaire, donc, il a fallu qu'il bâtisse quelque chose qui est simple à utiliser puis est facile à apprendre. Après ça, gestion de projet. Il fallait qu'on puisse gérer les projets. Donc, si les outils ici, ce sont des lumières que tu choisis, que tu mets des fils pour savoir qu'est-ce qui se passe. Très facile. Permettre aussi, la chose la plus importante, c'est de permettre la nomenclature prédéfinie des fichiers. Aucune entrée en texte libre. Pourquoi? Parce qu'on sait que quelqu'un va écrire quelque chose, c'est sûr qu'il va en avoir un qui va faire un problème. Une approche non destructive, automatique des nomenclatures des différentes versions de fichiers. Versioning. En d'autres mots, ils n'auront pas d'impact sur les fichiers créés dans d'autres projets par d'autres intervenants. Automatiquement, quand quelqu'un prend un fichier, il devient une prochaine version. La sauvegarde se fait à bon endroit. Aucun choix à l'utilisateur. C'est prédéfini. Quand il fait save, ça arrive toujours à bonne place. Et puis, un archivage simple. Un fichier maître est déjà assigné et prêt à être archivé. Les outils de montage intégrés. Ici, on voit,
C'est facile, le monteur arrive et dit, ou le producteur va dire, nous autres, on veut le monter sur Avid. Il choisit Avid. En faisant ça, automatiquement, le gabarit, il y a un gabarit qui se bâtit, permettant. Fait que le gabarit pour l'outil sera automatiquement préparé dans le bon format. Exemple, Avid, structure pour les bins, préparé pour le projet. Donc, quand la personne arrive, il pogne ses choses, il les met dedans, puis ça se place exactement comme il faut. Autre problème qu'ils avaient, des Mac et des PC partout. Il fallait absolument que ça roule sur les deux types de plateformes. Fait que comme les Olympiques est une rencontre sportive internationale, chaque événement créait des demandes variées et différentes. Là, ici, on va commencer à voir pourquoi les différentes interfaces. On va prendre comme exemple, parce qu'ici, je ne l'avais pas, la fête de la BBC, là. OK. Ici, dans le fond, ici, ça aurait été... on va prendre ici comme exemple, ça aurait été une course de 800 mètres. Ça m'énerve, là. Il peut y avoir des participants de 20 pays. Donc, on prend un exemple, 800 mètres, course, beaucoup de pays participants. La course est la même pour tout le monde. Nous, au Canada, nous autres, on veut voir les interviews et la course de notre coureur. L'Angleterre, la France, l'Éthiopie, les autres veulent voir leur histoire de leur héros. Donc, un événement commun, mais plusieurs versions simultanées dans différents standards. Donc, il faut s'occuper de ça. Ici, ce sera tous les événements qui suivent. On a accès à savoir qu'est-ce qui se passe, c'est editing in progress. Ici, c'est comment que les gens rentrent l'information, c'est quoi l'événement de ces choses-là. Standard d'output, on arrive, il dit, « Hey, nous autres, là, il dit, toi, Denis, tu montes la section pour l'iPad, puis moi, je monte la section pour la production en air. » Fait que donc, ici, une façon simple de s'assurer que quand la station de montage part, elle part d'un bon standard et tu n'as pas à t'occuper de savoir c'est quoi que tu vas faire, toi. Ça va rentrer directement, puis donc le gabarit embarque, puis tu fais ton montage, puis ça va sortir dans le bon standard. Donc, on limite le choix à tout le monde. Puis la raison de ça, bien, c'était simple. Il était pour avoir à peu près de 200 à 300 personnes, monteurs, gens d'effets, tout ça, qui sont tous des gens à la pige. Il n'y avait aucun contrôle sur ces gens-là. Ça rentrait, ça sortait. Il fallait qu'ils trouvent une façon. Fait que là, il y a un mouvement constant de monteurs de même. Il fallait s'assurer d'avoir encore un procédé d'affaires strict pour la façon de nommer les fichiers médias et s'assurer qu'ils soient sauvegardés au bon endroit encore pour chaque projet. Pasteur, comment on fait ça? Comment garantir cette chose-là? C'est pour ça ici qu'on a montré, je suis en train de montrer ici que, en faisant différents choix ici tantôt, quand je demande de créer mon projet, automatiquement, il va me donner exactement les choix qu'on a faits. Il me laisse une place encore pour mettre du texte, très peu de texte. Et puis ici, vous pouvez voir le nom du fichier présentement. Il prend toutes les premières lettres de chaque chose. Donc, le fichier, ici, je peux le retrouver facilement parce que lui, c'est moi qui ai décidé de tous les standards. Il a probablement juste mis son nom ou d'autres choses. Puis ici, on voit que c'est un fichier, c'est un FCP. Donc, c'est un projet sur Final Cut à ce moment-là. Fait qu'extrêmement simple. Les gens ont pratiquement rien à faire. Ils roulent. Fait que j'ai du temps en masse. Pourquoi c'est marqué 6 minutes? Parce qu'à chaque fois que tu peux ta feuille dessus, il s'est peut-être content. OK, non, c'est correct, gars, c'est correct. Où c'est que je t'ai rendu, là? OK, donc, ici, en faisant le fichier, en partant mon projet, automatiquement, que ce soit sur le SAN, le projet se bâtit tout seul. Fait que ça se fait tout en background, parce que c'est préétabli. Donc, le projet s'est ouvert. On a mis le nom du fichier. Les médias sont associés à ça, puis après ça, tu as les médias qui suivent en arrière. Mais ça, là, quand je fais si je veux faire mon archive, j'archive un projet, je peux le parker, puis le ramener constamment, facilement. Tout va s'ouvrir dans les bonnes normes. Donc, c'est un outil extrêmement simple pour utilisation. Par contre, pour le mettre en place, ça prend beaucoup de travail en background. Donc, il y a beaucoup de choses à préparer avant même qu'on installe le chose. Beaucoup d'études avec l'équipe. Donc, deux interfaces, une beaucoup plus complexe, mais qui va servir beaucoup plus pour la recherche, est utilisée souvent en production. Des places plus petites, souvent, ont ce genre d'outils-là parce que les recherchistes aiment mieux voir les visuels puis tout ça. Et puis ici, bien, c'est vraiment un outil
collaborative en montage. Puis ici, regardez juste une façon de penser. Ici, un monteur, là, lui, il pense en qu'est-ce que je faisais hier, qu'est-ce que je faisais il y a 10 minutes, qu'est-ce que je faisais la semaine passée. Bien, ici, il va retrouver exactement en touchant ça, son chose. Time's up. Je suis désolé. Denis va toujours être autour tout à l'heure à la pause. Merci beaucoup. On va continuer. C'est 13, mais là, on m'avait dit 15. Alors, le prochain, ça va être Martin Duprat de Sono Vidéo. On va resetter son compteur à lui. On va loader la prochaine présentation. On est prête? C'est bon? Et c'est parti. Et c'est parti. Alors, bonsoir. Merci, premièrement, à la SMPTE Montréal de nous permettre ce soir de vous parler de nos coups de cœur du NAB cette année 2012. Alors, je vais commencer tout de suite avec, bien sûr, Evertz, qui, au départ, est dans mes premiers choix, vu que c'est une compagnie canadienne. Et puisqu'on se doit de parler des nouveautés qui ont accroché notre œil au NAB, voici la liste des nouveautés de Evertz cette année. Il y a 2 pages de colonnes avec simplement des part numbers, avec aucune description vraiment en détail. Donc, Evertz étant une compagnie canadienne avec près de 300 ingénieurs qui développent constamment, avec 3 usines de fabrication ici au Canada. Donc, c'est sûr qu'il faut être fier d'une compagnie de cette envergure en Ontario. Commençant par les gros systèmes d'envergure chez Evertz, il y a à gauche Mediator, qui est le cœur pour une régie centrale. Donc, avec ça, on peut faire toute l'automatisation pour la mise en onde complète d'une station de télévision au complet. À droite, VistaLink, qui est le cœur de tout système de configuration, soit pour les cartes Evertz ou les modules quelconques qu'on peut y avoir, ainsi que autres compagnies qu'on peut avoir les protocoles de communication SNMP. Avec ce logiciel-là, on peut configurer une majeure partie de tous les équipements qui sont sur le marché. Tout ça m'amène à vous appeler la nouveauté qui est le View. Le View, qui est l'interface graphique plus friendly pour pas mal monsieur, madame, tout le monde. View va changer des paramètres autant dans VistaLink et partir l'automatisation de Mediator. Donc, je vais vous montrer une image d'un View qui a été conçu pour un consommateur qui l'a demandé tel quel. Tout est variable. Le consommateur a demandé des horloges dans le coin à gauche. Ses sources, au lieu de les avoir en bas, à l'habitude, il voulait en haut. Il y a programme Preview à gauche. Il voulait ses 9 destinations de réseau à droite, ainsi que les contrôles en bas qui permet à l'opérateur, avec des boutons, soit avec une souris d'ordinateur qu'on peut aller varier, ou si c'est un écran touchscreen, l'opérateur a accès seulement à ce qu'on lui donne dans l'application. Donc, l'opérateur peut aller chercher les sources et les contrôles en bas et n'a pas à ouvrir un logiciel aussi compliqué que VistaLink, qu'on a vu ici à gauche, qui est beaucoup, beaucoup complexe, qu'on peut aller vraiment en profondeur dans toute carte ou module quelconque d'appareil. Ici, c'est une autre vue pour vous montrer qu'avec View, on peut concevoir un système graphique autre. Ici, ça ressemble pour une régie centrale pour la mise en onde. Ça m'amène à vous parler de View Web. Tantôt, le View, c'est un logiciel qui s'installe dans tout ordinateur. View Web est un logiciel qui s'installe dans le serveur Magnum de Evertz, qui va vous permettre d'avoir accès à tous les mêmes contrôles, mais avec n'importe quelle interface web que vous avez sur n'importe quel ordinateur. Donc, vous êtes plus limité avec un ordinateur à une certaine puissance. D'où la beauté de ça. On peut faire un design graphique avec moins de contrôle qui va être visible dans une tablette ou un cellulaire quelconque qui a à l'intérieur un navigateur web. View MV SDI, qui est une nouveauté cette année, qui là n'est pas seulement un logiciel, mais un appareil de 2 rack units qui est appelé plus pour les petites stations ou peut-être dans un mobile de production, qui a à l'entrée, on voit 8 entrées HD, SD et 12 entrées ici qui est écrit en IP. En plus d'avoir le multiview intégré avec 2 sorties quelconques à même le système, vous allez pouvoir contrôler une interface si on voit des sources.
pour contrôler soit un aiguilleur externe et les mêmes contrôles qu'on voyait tantôt pour contrôler soit une carte de frame sync ou de colorimétrie, peu importe, qu'on voudrait donner accès à l'opérateur. MMX, la nouvelle série qui est d'une série 7814. Cette série ne remplace pas la 7812 qui existe toujours. La série 7814 a le même concept, mais avec de nouvelles technologies, de nouvelles composantes qui va permettre de passer au 4K dans un futur prochain. Donc, comme le 7812, on a des cartes up-convert, on a des cross-convert, down-convert, et puis il y en a une de compression, on ne voit plus, aspect ratio aussi. Alors, chaque carte, on peut commander avec l'option plus F pour ajouter, qui est plus fill pour insérer un logo à même la carte. Il y a les options intelligent pour le niveau de CRTC qu'on doit le Calm Act. C'est ça, Calm Act, ça? Pour le niveau audio qu'on doit respecter. L'option AC3, Dolby, Upmix, Downmix, ainsi de suite pour l'audio. Donc, on commande la carte avec l'option qu'on veut avoir dedans. Passeport Pro. Depuis quelques années, il y a le Passeport, je l'ai mis en bas, qui est un rack unit. Là, j'ai mis le 2014. Dans un rack unit, on a 4 appareils à l'intérieur, qui est un couteau suisse qu'on appelle le métier. On rentre n'importe quel format pour ressortir n'importe quel format. Donc, il y a 4 modules à même le 2014. On rentre analogue, sortir HD, SDI, numérique. On peut faire du up-convert, down-convert, insérer de l'audio, extraire de l'audio, ainsi de suite. Faire du délai. Alors, le Passeport Pro est un demi-rack qui va être un seul appareil, à peu près comme le 2011 qui existe encore, le 2011 Rack Mount. Le Passeport Pro va être un demi-rack qui, lui, va en plus avoir DVI, entrée-sortie et HDMI, en plus qu'un module de fibre optique. Celui-là va être disponible en Q4 en fin d'année 2013. WebEasy, qui est une nouvelle technologie que pas mal toutes les cartes Evertz vont avoir de plus en plus, qui est un serveur web à même les cartes Evertz. Donc, avec le WebEasy, vous pouvez, si vous connaissez l'adresse IP d'une certaine carte, avec n'importe quel ordinateur, vous pouvez aller à la carte même et changer les paramètres. Ça, c'est une idée d'un layout qu'on pourrait voir à même notre navigateur. Effectivement, avec ça, c'est très fluide, très rapide, aucun logiciel à installer. Par contre, on va connecter une carte, on va contrôler une carte et on s'en va à l'autre adresse IP pour contrôler l'autre carte. Si on a une infrastructure avec une dizaine ou une centaine de modules Evertz et autres, c'est sûr que c'est toujours mieux de prendre le VistaLink qui, lui, est l'interface pour vous parler à toute une ampleur, un système complet. Les Media Exchange Platform, qui est une nouvelle technologie, c'est Evertz, qui est dans un rack unit. Présentement, on voit que c'est une carte qui est un 8-channel. Dans l'avenir, on voit qu'il y a 3 autres slots possibles. Ça va venir à plus, mais pour tout de suite, on parle de 3 encodeurs, soit MPEG-2, H.264, ou aussi vous pouvez l'acheter en mode transcodeur. Ça veut dire que vous avez un feed qui vient de l'Europe et qui n'est pas dans votre format de distribution à vous. Un simple appareil peut transcoder à votre format. Donc, au lieu d'avoir un décodeur et passer par un autre encodeur, le système va faire du transcoding à même la boîte. On voit Evertz, il avait écrit HEVC au NAB parce qu'il y avait un démo HEVC. Il y avait un écran qui montrait qu'ils ont la technologie HEVC qui sont prêtes le jour où ça va prendre le marché. La même appareil peut être utilisé, par exemple, ici, si j'utiliserais avec une seule source que je transcoderais, je le mettrais en mode transcoding, et puis je le transcoderais en plusieurs formats pour subvenir aux besoins du web, dont plusieurs formats médias qu'on voit ici, qui est de plus en plus populaire. Ici, on voit une envergure de tous les modules Evertz avec le gros aiguilleur central EQX qui va jusqu'à 1152 par 1152 N plus N, entièrement redondant. Ça, c'est une vieille slide là, parce qu'il n'y en a pas à jour pour ce que je vais vous parler. IPX, c'était un routing IP, OK, qui était à part. Cette année, il y a une carte qui s'insère à même le EQX, le gros routing switcher, qui va être IPX à même le gros routing switcher. On va pouvoir rentrer IP dans le routing switcher et sortir baseband. Ou l'inverse, on rentre baseband et on sort IP à même le routing switcher Evertz. Dreamcatcher de Evertz, qui est un système de replay pour les sports, les mobiles de production pour les sports en gros, qui est un appareil 8-channel
3 rack units avec un système d'opération assez convivial qu'on a déjà vu sur d'autres compagnies. Un opérateur va se trouver assez rapidement, c'est assez friendly, avec une interface, un multiview intégré à même la boîte, qu'on peut voir ici les entrées et les sorties. C'est un 8-channel qu'on peut configurer en 6 inputs, 2 outputs ou 4 in, 4 out, comme vous le désirez. Ici, on voit une image des screenshots qu'on aurait pris quand il est arrivé quelque chose de spécifique. On a fait des tags et on a identifié exactement ce qui est arrivé sur le terrain. NewTek, qui est une autre compagnie qui s'est démarquée cette année, parlant justement de replay, NewTek offre technologie depuis quelques années, le TreePlay. Cette année, ils sortent le TreePlay 4800, qui est un 8-canal, qui enregistre 8 canaux, où on peut le mettre en 4 entrées qui seraient enregistrées en doublon pour être redondant. Donc, le 4800, ce qui est le fun de ça, on enregistre les 8 canaux. Quand on fait un replay, on recule, les 8 canaux reculent. Et quand on parle le slow-mo, on parle le replay, on peut découper live entre nos sources. Le 425, qui est le modèle à 4 entrées, 2 sorties. On va y aller plus vite. J'arrive au studio tout dans une boîte, TreeCaster de NewTek, qui est la nouveauté, le TreeCaster 8000, un peu comme le 855, c'est un 8 entrées. Celui-là, par contre, il y a 8 mix effets. Il peut écrire? Non, dans l'autre. En plus, on a 8 enregistreurs, donc on peut décider chaque entrée, on le met en enregistrement en ISO, si on veut faire un montage final par la suite, ou on peut décider, on va enregistrer notre programme et un NOx quelconque, donc il nous reste 6 recorders qu'on peut assigner à caméra 1, 2, 3, jusqu'à 6, par exemple. Ça, c'est un screenshot qui nous donne une idée qu'on a justement nos 8 sources vidéo à l'externe, 2 sources qui viennent d'apparaître qui seraient vidéo d'un ordinateur quelconque via le réseau. Ici, on voit des media players qui vont jusqu'à 5 media players qui soient, peu importe, MPEG ou MOV ou autre format. Ça lit comme pas mal, beaucoup, tous les formats. Un still store, des images fixes, on peut faire jouer aussi. Ici, on voit, la beauté de ça, c'est que ça vous permet de faire des studio sets virtuels. Donc, les 2 personnes qu'on voyait qui étaient sur un mur vert, qu'on les voit dans un studio virtuel avec une des images qu'on met en arrière-plan. La beauté de cette machine-là, on peut avoir un générateur de caractères intégré qu'on met en amont ici. Ici, on voit les contrôleurs, le contrôle audio, parce que même le système, on peut contrôler l'audio. Le système, il y a à l'intérieur un encodeur pour le web, donc il y a une sortie réseau sans problème. On peut configurer exactement le protocole qu'on veut utiliser avec la destination qu'on veut pousser le tout. Donc, il y a 455, merci. Le petit 455, le 855, tous ces appareils-là, on les a en démo sur nos vidéos, donc gênez-vous pas si vous voulez les essayer. C'est assez surprenant les performances. Vela, qui est un système assez surprenant, qui est soit un entrée ASI avec 4 vidéos ou 4 entrées ASI, qui vous permet de loguer et monitorer vos vidéos ainsi que le loudness LKFS de vos audios, ainsi que toutes vos closed captions qui ont été insérés dans votre transmission. Autre produit que je veux parler rapidement, en 22 secondes, Waller, qui se démarque à chaque année, qui au départ était surtout de l'audio qu'on connaît. Cette année, l'année passée, ils ont sorti le modèle MADI. Cette année, il y a E parce qu'il est réseau en plus. Vous avez un lien MADI, vous faites juste brancher le BNC dans l'appareil, vous êtes capable de sélectionner exactement l'audio et écouter la track. Et celui-là, on peut en rentrer ASI dans le multiview et on voit... c'est ça. ASI dans le multiview, voilà. C'est tight, hein? Merci. Alors, je vais inviter les gens de CEV de venir se préparer pour leur présentation. Ce ne sera pas long. Juste quelques secondes pour vous présenter. Le temps qu'on avait vraiment n'était pas adéquat pour tous les produits qu'on peut vous expliquer, les nouveautés qu'on a eues cette année au NAB. Vraiment, ça a été pour nous une année de vintage fantastique. Donc, on a décidé de se concentrer avec
probablement notre partner le plus important puis le plus spécial pour nous. On a décidé de vous montrer une petite partie ou très rapidement de tout ce que Avid a à offrir cette année de nouveautés. Donc, on a Tom Cadieux qui va d'Avid, qui finalement probablement as-tu un condo ici, toi, dans la bâtisse, Tom? Ou, je sais qu'il est ici plus souvent qu'à la maison. Puis Hugo Chevrette de CEV qui va parler aussi de la version fantastique, la version 11 de Pro Tools qui vient de sortir cette année. Merci. Bye-bye. Merci beaucoup. Bien, merci beaucoup à tout le monde d'être venu, d'être là ce soir. La présentation que je vais faire ce soir est sur le thème de Avid Everywhere, de prendre la production et de l'amener partout. Et on va parler de 3 produits, Interplay Central, Interplay Sphere et Interplay Pulse, qui sont 3 produits de la famille Interplay. Et Interplay Central. Et qu'est-ce que c'est, Interplay Central? C'est une couche qu'on a rajoutée ou qu'on rajoute sur Interplay qui permet d'étendre la production. Et c'est pas d'étendre la production en donnant des outils clients à nos clients, mais c'est pas seulement ces outils-là. C'est une plateforme de développement qui nous a permis d'abord de commencer à migrer nos outils vers des clients basés sur un browser web. Mais cette plateforme, comme on va voir, je vais vous parler de Pulse qu'on a annoncé cette année au NAB, nous permet aussi de développer des nouvelles interfaces, des nouveaux panneaux. Donc, sans parler là, en grand détail de ce framework de développement, c'est ce qui sous-tend Interplay Central. Donc, Interplay Central se place quand même dans la famille de nos autres produits. C'est basé sur un serveur qui permet d'étendre les clients, des clients que l'on va parler, Interplay Central dans un browser, les clients maintenant, Media Composer, Symfony, Newscutter, à travers ce qu'on appelle Sphere, les clients iNews et le nouveau panneau qu'on appelle Interplay Pulse, qui permet la distribution, la publication vers d'autres formes de distribution. Donc, pour bien reparler des 3 produits, Interplay Central, qui est à la fois la plateforme de développement, mais aussi l'interface client. Interplay Sphere, qui permet d'étendre Media Composer sur l'Internet. Et Interplay Pulse, qui permet d'avoir des connecteurs et de faire de la publication vers Twitter, Facebook, YouTube, ATEX, etc. Donc, pour parler brièvement de l'interface d'Interplay Central, tous les clients qu'on distribue, qu'on a présentement, peuvent s'intégrer maintenant et à travers l'interface web browser d'Interplay Central, incluant iNews et des nouveaux clients de messages, le montage vidéo, le montage audio et, comme on va voir plus tard, Pulse aussi. Ça nous permet aussi, cette plateforme de développement, non seulement de prendre ces clients-là et de les amener vers un browser comme Chrome, et donc de simplifier les méthodes de déploiement et les coûts d'infrastructure ordinateur, mais ça nous permet aussi de déployer ces clients-là sur des nouvelles plateformes comme le iPad et le iPhone. Et donc, on a déjà, ce qu'on montre ici, c'est un client iNews dans l'interface iPad. Là, il faut que je fasse attention aussi de ne pas aller trop longtemps pour mon collègue de CEV. Donc, pour parler un petit peu plus de qu'est-ce que c'est Sphere, à travers le serveur dont on a parlé qui publie les médias, on peut donc, un journaliste ou un producteur n'importe où, sur une connexion de très bas débit, Internet, peut se connecter sur la station qui a le storage i6, qui a Interplay et qui a le serveur Interplay Central qui permet de servir ces médias-là.
peut se connecter à peu près de n'importe où dans le monde, incluant le Wi-Fi et le 4G. Ça peut être soit du high-res et du low-res ou une combinaison. Et il y a des choix. Et donc aussi, ça repose sur les services qui sont derrière, qui permettent le transcodage, la livraison de ces médias-là, etc. Pour regarder le degré d'intégration qu'on a fait, et ça, c'est très intéressant. Donc, un monteur qui est à l'extérieur de la bâtisse et qui a des médias locaux, mettons sur un support P2, par exemple, peut choisir de commencer à uploader ces médias-là vers la station à travers l'Internet et peut choisir des méthodes, de dire, bien, je veux uploader tout ce qui est sur le support, ou je veux attendre quand je mets le média dans le timeline, dans mon montage, il commence dans le background à uploader, ou encore il peut attendre d'avoir terminé son montage et de uniquement uploader ce qui a été monté. Donc, on donne des stratégies aux monteurs pour déterminer quelle est la meilleure méthode de gérer la bande passante qu'il a disponible et donc s'assurer que le matériel arrive de la façon optimale en termes du temps. Interplay Pulse, c'est la prochaine étape. Donc, par rapport à l'image qu'on a vue tout à l'heure, c'est un autre panneau dans Interplay Central et ça permet de prendre ce qui était des rôles très disparates et de les unir dans un panneau et de dire la même personne qui utilise l'interface Interplay Central peut aussi faire s'occuper de la publication du texte. Par exemple, prendre le texte de iNews, automatiquement le mettre dans le field qui doit être publié vers Twitter ou Facebook, l'éditer et faire post et l'envoyer vers la nouvelle plateforme. Et ça, c'est non seulement le texte de iNews, mais aussi le vidéo qui a été travaillé sur le système ISIS Interplay ou encore qui a été uploadé par Sphere, comme on vient de parler. On peut publier directement ou attendre des étapes d'approbation. Donc, pour résumer, Interplay Central, c'est une plateforme de développement avec des options Sphere et Pulse. Le hardware qui sert à servir le vidéo est acheté par le client. Ça vous donne une idée rapide du type de hardware qui est requis. Et évidemment, tout ce qu'on a besoin, c'est, comme client, c'est un web browser. Ou encore, pour faire Sphere, c'est n'importe quel Media Composer, Symfony ou Newscutter de ces versions-là qui sont Sphere-enabled, qui sont déjà Sphere-enabled. Donc, en rajoutant ce qui est nécessaire, on peut maximiser l'utilisation et étendre la production de ces actifs qu'on a déjà. Donc, voilà, je refais le point sur les trois produits dont on a parlé. Et je vous remercie. Je vais remettre la plateforme à Hugo. Merci beaucoup, Tom. Check. Bonjour, moi je suis Hugo Chevrette de chez CEV. Certains d'entre vous me connaissent déjà. Je suis spécialiste en post-production audio. Ma spécialité, c'est évidemment Pro Tools. On fait un peu de tout, mais je suis pas mal spécialisé en Pro Tools. Je suis ici aujourd'hui pour vous parler de la nouvelle version Pro Tools 11 qui a été annoncée le 7 avril au NAB. Évidemment, c'était une version qui était très, très, très attendue par les utilisateurs, par le public. La raison principale, c'est que c'est une nouvelle architecture 64 bits. Donc, en audio, je sais qu'en vidéo, certains logiciels de montage sont passés 64 bits depuis longtemps. La plupart des logiciels audio l'étaient déjà. Pro Tools, là, maintenant, sont rendus là. C'est une version qui va être annoncée qui a été annoncée au NAB, qui va être disponible autour du 20 juin. J'ai su ça aujourd'hui. On parle d'un nouvel engin audio, complètement un nouvel engin. Ils sont partis from the ground up, si vous me permettez l'expression.
C'est un nouveau logiciel qui va même permettre la co-installation d'une version 10 et d'une version 11 sur le même ordinateur. Donc, c'est vraiment un nouvel engin audio. Beaucoup plus de puissance, permet d'ouvrir de plus grosses sessions, utilise toute la RAM disponible dans votre ordinateur. Avant, étant donné que c'était une version 32 bits, le logiciel permettait seulement d'utiliser 3 gigs maximum. 3 gigs maximum dans une grosse session. Maintenant, les Pro Tools 10 permettaient, avec certains systèmes, de faire plus que 200 pistes, des fois jusqu'à 700 pistes même. On s'entend que 700 pistes audio dans un système, le 3 gigs de RAM n'était souvent pas assez pour gérer toutes les pistes audio, toute la vidéo. Donc maintenant, Pro Tools 11 va permettre de gérer toute la RAM disponible dans l'ordinateur. Donc si vous avez 30 gigs de RAM dans votre ordinateur, Pro Tools va être capable de les accéder, les 30. On voit ici sur le splash screen que, évidemment, 64 bits, puis il va utiliser 10,41 gigs de mémoire. Donc c'est assez impressionnant. On utilise le plein potentiel de l'ordinateur, toute la RAM, tous les processeurs. Avec le même système, on va aller chercher plus de puissance. Donc, un système qui roulerait Pro Tools 10, le même système qui va rouler Pro Tools 11 va être capable, il va avoir environ 2 fois plus de power. Un principe qui s'appelle le Dynamic Host Processing qui va permettre aux plugins qui n'ont pas d'audio qui passe à l'intérieur, les plugins qui ne sont pas utilisés, vont carrément se désactiver, donc ne prendront plus aucun power. Donc, les ressources vont pouvoir aller dynamiquement s'allouer ailleurs. Ça permet aussi de faire du offline bounce. Le offline bounce, c'est un nom qu'Avid a utilisé, mais c'est faster than real-time bounce. Donc, je ne sais pas, ceux qui utilisent Pro Tools dans la salle, souvent étaient frustrés parce que les rendus se faisaient en temps réel. Donc, maintenant, ça va se faire jusqu'à 150 fois plus rapidement, donc dépendamment de la grosseur de la session et de la complexité de la session. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau aussi dans Pro Tools 11? Nouveau metering, donc la balistique, jusqu'à 17 choix de balistique, tous la balistique, donc la vitesse à laquelle le meter va se faire aller, on va dire. On va pouvoir aussi voir les meters en wide view. Une minute. On va pouvoir voir les meters en wide view. On va pouvoir voir la réduction du compresseur directement sur le canal. Je ne sais pas, j'ai un splash screen ici. Donc, ici, on voit le meter et juste à côté, on voit le compresseur, combien de compression, combien de gain reduction qui se fait. Et aussi, il me reste 30 secondes, nouvel engin vidéo qui s'appelle le Universal Media Engine qui va permettre de jouer de la vidéo HD, pas juste du QuickTime. Donc, dorénavant, on va être capable de jouer du DNX HD, du MXF HD. On partage le même engin que Media Composer, donc le même engin vidéo que Media Composer. Il me reste 10 secondes. On va pouvoir jouer du QuickTime en utilisant le Avid Media Access. C'est tout le temps que j'avais pour vous ce soir. Merci. Merci, Hugo. Alors, on va prendre une pause environ 20 minutes. Il y a du café, il y a des biscuits et on reprend par la suite. Alors, on va commencer. Je vais passer le clicker à Rémi, Vincent de LL Lozo, et c'est parti. Bonsoir tout le monde. Alors, peut-être qu'il y en a qui ne me connaissent pas beaucoup. Lozo est un petit peu nouveau dans votre domaine. Il y en a peut-être qui ont déjà vu mon visage parce que monsieur a parlé du tournoi de golf. Ça fait 2 ans en ligne qu'on gagne le trophée de l'équipe la plus honnête. C'est moi. Donc, moi, je suis directeur commercial chez Lozo. Alors, je regardais les autres présentations depuis tantôt et puis c'est drôle, je pense qu'on va garder un peu l'aspect un peu plus léger de la pause café. J'espère que tout le monde est comme un peu smooth, on a mangé des petites affaires. Je vais présenter ce soir des gadgets un petit peu plus cool, un petit peu moins techno, mais je pense qu'ils peuvent être assez trippants. Juste parler vite, peut-être ceux qui n'ont jamais vu Lozo. Donc, Lozo existe depuis 86 ans. Lozo est là depuis longtemps dans le domaine de la photo. Maintenant, vous avez vu notre marque de commerce qui est l'expérience photo-vidéo. On est depuis quelques années, on essaie d'apporter à chaque année un petit peu plus dans notre choix de produits et les choses qu'on peut offrir. Et
juste une petite note comme ça, vite, je ne pouvais pas passer à côté ce soir. Donc, juste informer, je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà passé il n'y a pas longtemps devant le magasin. L'Ozo va faire des grosses rénovations qui ont déjà commencé et va extensionner d'à peu près 15 000 pieds carrés supplémentaires et qu'en produits vidéo. Donc, ça, je pense, va faire une grosse différence dans les prochaines semaines. Je vais vous inviter à venir voir ça. Et venez voir, je vous ferai faire un petit tour du propriétaire. Donc, ça, c'est tous les marques qu'on tient. Donc, je pense qu'on peut répondre à plusieurs petites choses. Je tiens juste à le dire tout de suite avant de passer aux produits. Je vous l'ai dit tantôt vite, moi, je suis directeur des comptes commerciaux. On m'a mis directeur probablement parce que c'est moi qui en connais le moins au niveau techno. On a dit, tiens, lui, il en connaît un petit peu moins techno, on va le mettre directeur. Moi, j'ai un petit peu plus du monde de la photo, alors c'est pour ça que je suis plus dans l'éclairage, caméra, etc. Je suis un petit peu moins techno pour ça. Fait que je vais rester dans quelque chose d'un peu plus confortable pour moi ce soir. Des produits, le fun qu'on a déterminé au NAB, en fait, c'est les produits que moi, j'ai trouvé un petit peu le fun, qui sont peut-être plus au niveau de la prise de vue et tout ça. Je vais commencer par ces produits-là. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent les produits Kessler, probablement. Un produit que moi, je trouve pas mal intéressant, c'est les nouveaux petits jibs comme ça qui sont plus facilement transportables ou ajustables. Avant, on était prêt avec des trucs, on a commencé à en avoir depuis quelques temps, un petit peu plus petits, un petit peu plus transportables, mais ceux-là, maintenant, c'est qu'ils sont tout en un morceau, puis on peut les plier puis les amener avec nous autres. Fait que celui-là, comme vous avez vu, il peut se plier en 45 pouces quand il est petit, puis il peut monter jusqu'à 83 pouces. Puis ça, c'est le genre de produit qu'on peut mettre sur à peu près n'importe quel trépied qu'on a déjà au niveau vidéo. Que ce soit un trépied de base, un trépied avec un bol, tout ça, c'est les vis qui vont faire avec. Et ça supporte quand même jusqu'à 20 ou 40 livres là, quand on l'allonge à ce moment-là. Fait que ça peut être commode pour à peu près tous les types de caméras. Ce qui est le fun, ça, c'est que ça nous amène à faire des nouvelles types d'images qu'on était peut-être un peu moins habitués ou souvent, c'est qu'on avait besoin de gros équipements. Ça, c'est quelque chose, moi, que je trouve pas mal le fun de voir tous ces produits-là un peu changer puis un peu se rapetisser pour qu'on puisse l'utiliser dans plus de situations. Fait que ça, c'est un des trucs le fun. Aussi, évidemment, c'est des têtes qu'on peut mettre une tête vidéo avec un bol, mais il y a aussi des têtes motorisées qu'on peut mettre là-dessus. Des plus petites têtes motorisées, fait que ça permet d'aller chercher quand même des images assez intéressantes sans, justement, comme je disais, sans avoir le gros équipement. Et ça, c'est transportable, ça s'amène dans un sac de transport, et puis on amène ça, on a un sac pour le trépied, un sac pour le jib, puis on peut aller n'importe où avec ça. Donc ça, c'est un produit qui va être à venir. Ça, c'est mon petit côté plus techno. Là, il va falloir que je lise mes notes. Évidemment, on tient plein de marques de caméras. J'ai amené celle-là que je trouvais assez intéressant. Les autres qui ont sorti, il n'y a pas beaucoup de nouveautés au niveau des caméras cette année, dernièrement, en fait. Celle-là, ce que je trouvais le fun, c'est une des seules, si je ne me trompe pas, c'est la seule même qui peut enregistrer et diffuser en streaming live. Donc ça peut être pas mal intéressant dans certaines situations. Ils ont changé, c'est ça, il faut que je suive mes notes, là, ça c'est plus difficile, surtout que c'est écrit petit. Le fait, j'avais tout appris par cœur, pourtant j'étais sûr que je l'avais dans ma tête. Mais en gros, c'est ce qu'il faut se rappeler. Donc, évidemment, on va enregistrer avec tous les formats qu'on est habitués. Ce qui a changé aussi un petit peu, justement, pour arriver à faire ça, c'est qu'ils ont un petit peu rapetissé peut-être certains fichiers au niveau de la qualité pour être en mesure de pouvoir diffuser en streaming et tout ça. Ils ont aussi amené un nouveau type de fichier, ECHD, tout ça, pour que ça soit plus petit à ce moment-là. Ils ont aussi, si je ne me trompe pas, amené le nouveau type de fichier qui se rapproche aussi des Sony NEX, qui est peut-être un petit peu plus commun pour une clientèle un petit peu plus large. Mais je trouvais ça intéressant, celle-là, à ce niveau-là, de voir comment que les autres vont évoluer alentour de ça. Fait que ça permet d'enregistrer toujours dans la caméra en full résolution, puis de pouvoir diffuser en même temps. Aussi les connectivités Wi-Fi, donc on peut transférer les fichiers en format FTP, tout ça, Wi-Fi. Et elle est contrôlable aussi à partir de notre téléphone ou notre tablette. Si je ne me trompe pas, je ne suis pas sûr si c'est Apple ou les deux, là, mais en tout cas, à partir de notre iPod, en tout cas, on peut le faire. Donc ça, c'est quand même des trucs nouveaux qui sont assez intéressants dans certaines situations. C'est correct? Un autre petit produit pas mal le cool que moi j'ai trouvé, c'est on a déjà le petit micro lavalier. C'est des trucs qu'on peut utiliser avec nos téléphones. Tout le monde a ça maintenant, fait que ça permet de dépanner, c'est des choses intéressantes. Vous avez vu le petit micro aussi en haut, le IXY, donc qui est un petit micro qui permet d'avoir quand même une meilleure qualité au niveau de notre téléphone, de notre iPod.
souvent, on va voir les gens qui enregistrent avec ça, justement, pour certaines facilités, pour transférer le son, tout ça. Bon, au moins, avec ces petits micros-là, ça permet d'aller un petit peu plus loin dans la qualité qu'on va aller chercher. Ça, je pense, c'est quelque chose qu'on recherche beaucoup. Il y a une application aussi, évidemment, qu'on a juste à aller chercher pour pouvoir quand même contrôler un petit peu plus notre son et la qualité du son qu'on va avoir. Ça, c'est quand même, je pense, quelque chose aussi de très intéressant. Un autre petit truc un petit peu plus high-tech, le HyperDeck Shuttle 2 de Blackmagic. Ça, qui est probablement un des plus petits ou en tout cas les plus compacts, plus robustes enregistreurs, qui permet d'enregistrer sur carte SSD, justement, qu'on peut brancher directement sur nos caméras avec du SDI ou HD ou HDMI. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est quand même assez nouveau. Et surtout, je ne veux pas rentrer dans les prix, mais je pense qu'il y a un des plus économiques pour l'instant et qui permet d'aller chercher avec certains types de caméras. On a parlé des C100, des 5D Mark III, tout ça qui est quand même pas mal répandu. Mais avec un petit bidule comme ça va permettre d'aller chercher une qualité pas mal supérieure avec nos caméras pour un coût quand même assez économique. Fait que ça aussi qui est assez nouveau. C'est un autre point high-tech pour ça, il faut que je prenne mes notes, j'ai oublié. Ouais, qui permet évidemment d'enregistrer en RAW, ProRes, DNX, etc. Je reviens un petit peu plus dans mon domaine, l'éclairage, tout ça. Donc, une des petites choses que je voulais montrer, qui est quand même assez nouveau, mais c'est sorti un peu vers l'année dernière, qui est une lampe LED. Évidemment, maintenant, on connaît toutes les lampes LED qu'on peut voir sur le marché. Présentement, c'est la seule qui est aussi puissante que ça, à 3000 watts. L'Umaha, qui n'est pas très connu encore, qui va sûrement prendre de plus en plus de place. En tout cas, nous, c'est un produit qu'on aime beaucoup. Tout aussi robuste, certainement, que les autres marques plus connues qu'on connaît. Mais 3000 watts, à date, nous, on a beaucoup de demandes pour de l'éclairage plus puissant et c'est le seul modèle présentement qui existe à peu près partout. Je sais qu'on a bien une autre compagnie, je pense d'Australie, qui a des produits quand même assez puissants. Mais là, c'est de voir si on va être en mesure d'amener ça ici au Canada. Je pense que ce n'est pas fait encore, mais on va voir. Présentement, en tout cas, ça, au niveau du Lumaha, c'est là, qui est dimmable, évidemment, etc., qu'on branche avec Power Supply et tout, et qui est quand même, au niveau de la consommation aussi d'électricité, pas mal plus économique que des grosses lampes qu'on connaît déjà. Dernier petit truc, un autre petit produit cool. Je ne sais pas si vous avez vu ça, c'est les petits quadriporteurs qu'on peut enfin avoir plus facilement. Évidemment, pour utiliser avec tout ce qui est les petites caméras GoPro, ça permet d'aller chercher des images, je pense, qu'on ne pouvait pas vraiment aller chercher avant. On a commencé à avoir les gros hélicoptères depuis quelques années. Mais là, on arrive vraiment avec un petit produit que je pense que tout le monde peut aller chercher. Tout le monde a des GoPro maintenant. On arrive avec des caméras aussi de qualité pour pouvoir mettre là-dessus. Et c'est surprenant les choses qu'on peut aller faire avec ça. Qui est au niveau de la distance, je pense, qui a une excellente autonomie pour faire des images comme on veut. Et qui a, si je ne me trompe pas, un contrôle GPS que si, exemple, on perd le contrôle ou quoi que ce soit, qui peut se ramener à peu près à la position initiale. Qui est pas banal parce que je vous dirais, si on n'est pas trop... Bon, en fait, je vous dirais, quelqu'un qui veut essayer ça, commencez par un champ. OK? Assez loin, parce que ça va vite, c'est pas évident. Et ça fait quelques-unes que certainement qu'on teste et puis que... et c'est robuste, je vous le dis, parce que j'en ai vu une partir dans le parc à côté du magasin. Ça fait peur quand ça part, mais c'est robuste, c'est terminant un morceau. Toutes les hélices sont changeables et tout ça. Fait que ça, je pense, c'est un produit... pratiquez-vous avant. C'est un produit, justement, maintenant, qui est le fun parce que c'est des trucs qui sont accessibles et qui permettent vraiment d'aller chercher des images qu'on avait un peu moins de possibilités à faire avant. Puis ça, je pense que c'est quelque chose qu'on essaie beaucoup de promouvoir chez Lozo, c'est d'aller chercher de ce genre de produits-là qui facilitent au niveau que ce soit de la prise de vue, tout ça, de captation pour les images. Voilà. Là, j'ai comme un blanc. Je me rappelle pas si j'ai d'autres slides. Là. Je ne l'ai pas vu. Non, c'est la dernière, je le vois. Oui, clique. Donc, c'est un petit tour des produits cool que j'ai trouvé, moi, dernièrement. Donc, je vous invite à venir nous voir au magasin. Ça va nous faire un plaisir d'aller un petit peu plus loin. Et je tiens à rappeler que je vais certainement vous référer à mes représentants, que là, ils vont pouvoir répondre à vos questions techniques. Alors, merci beaucoup. Je garde du temps pour les autres. Merci beaucoup. Oups. Merci.
Une seconde, je vais prendre un fait. On va loader les prochaines présentations. Merci, M. Daniel. C'est excellent, merci. C'est certain? C'est parti. Alors, bonjour. Merci d'être là ce soir. Je prends 15 secondes pour parler d'Incospec. Incospec, ça a été fondé par mon père en 1978. Il avait essayé de trouver un nom original. Ça veut dire « Independent Communication Specialist ». C'était pas un gars de la loi 101, mon père. Là. C'était plus récemment, on a changé la mission, la vision, le logo de la compagnie, puis je l'ai appelé « De votre contenu à sa distribution, nous livrons des solutions ». On n'est pas dans le domaine de la production, on n'est pas dans le domaine de la mise en onde, on est dans le domaine de la distribution de contenu TV vers des abonnés, que ce soit par satellite, fibre, RF, IP ou transmission hertzienne. Donc, voilà qui on est et voici nos coups de cœur 2013, NAB 2013. Donc, livrer du contenu TV aux consommateurs, comme le fait Illico ou Vidéotron avec Illico ou Bell avec Fibe TV, ça a traditionnellement toujours été fait sur des réseaux gérés, managés, avec débit contrôlé. Récemment avec du contenu MPEG sur des flux de transport MPEG Transport Stream qui sont livrés vers des télévisions. Ça, c'est le mode habituel. On s'entend tous, on entend parler depuis plusieurs années là, de contenu Netflix, Hulu, et la transition vers un monde qui utilise l'Internet pour faire la livraison de la télévision vers les abonnés, que les gens appellent « over the top ». Donc, vous avez sûrement entendu ça, over the top. Pourquoi over the top? Parce qu'on évite de passer à travers le service provider qui package le contenu du broadcaster. Et en utilisant Internet, on arrive directement chez l'abonné. Ce qui fait que des gens comme TVA, Télé-Québec, Radio-Can, V ont la possibilité d'aller directement vers l'abonné sur des plateformes comme l'iPhone, iPad, des PC et aussi la télévision avec des TV connectés. Mais ce qui fait que les modèles d'affaires qui étaient traditionnellement très prédéfinis avant, donc tu avais un broadcaster qui livrait le contenu, qui était packagé par un câbleau ou un telco, qui ensuite était livré vers les abonnés, bien, ce modèle d'affaires, il y a un bouleversement complet depuis les dernières années. Puis les 2 dernières années au NAB, dans mon domaine, qui est la livraison, on a entendu parler de TV Everywhere, multi-screen, multi-platform, adaptive bitrate streaming. Donc, tous ces concepts-là, j'ai voulu, dans ma présentation, essayer d'aller rechercher ce qui était commun de 3 compagnies que j'ai trouvé vraiment, qui avaient des produits qui venaient faire l'unification de ces 2 mondes-là et simplifier la façon de livrer le vidéo aux abonnés. Parce qu'il y a de plus en plus de façons différentes de le faire. À un moment donné, ça ne finit plus. Donc, voilà notre trio TV Everywhere avec 3 solutions pour unifier la livraison du contenu. Beanius, Edgeware et BridgeTech. Et vous me dites sûrement, mais qui sont ces 3 compagnies inconnues? Qui sont ces 3 compagnies? Je suis content que vous me posiez la question. Parce que nous avons fait le tour du monde pour aller dénicher ces 3 merveilleuses compagnies. Beanius est une compagnie slovène et fabrique un logiciel qui est une plateforme interactive pour gérer l'expérience utilisateur au niveau je vais le comparer comme Illico. Vous savez tous c'est quoi Illico chez vous avec Vidéotron. Donc, Beanius, c'est l'équivalent de la plateforme Illico chez Vidéotron, mais qui est faite par un programmeur indépendant puis qui permet à des plus petits joueurs de livrer du contenu multiplateforme vers des TV, iPad, iPhone et de gérer le contenu. Donc, je vais en parler plus spécifiquement. Edgeware est une compagnie suédoise qui fabrique des serveurs de livraison vidéo pour distribuer le contenu
et limiter la bande passante sur les réseaux IP pour que le contenu soit le plus proche possible des abonnés possible. Et BridgeTech est une compagnie norvégienne, donc on fait le tour de l'Europe, et fabrique des équipements de test au niveau MPEG et aussi au niveau de l'analyse Adaptive Bitrate Streaming pour l'over-the-top. Donc, ces trois compagnies-là, leur commun dénominateur, c'est de prendre ces deux mondes-là et de les unifier ensemble et de simplifier avec une seule interface la façon de livrer le contenu aux consommateurs. Donc, si je commence avec Beanius, la première des trois compagnies, en gros, c'est, comme je disais, c'est le cœur d'un réseau ou d'une plateforme de distribution TV vers des abonnés. Elle fait l'interface entre le contenu qui a été encodé, entre l'encryption, entre le contenu VOD, la plateforme de facturation. Et ce qui est génial de Beanius, c'est que avec le même serveur central, le même gestionnaire central, bien, on peut livrer vers des iPads, des TV, iPhone, PC, et garder la même expérience utilisateur, le même look and feel, le même, je ne sais pas c'est quoi en français, la même interface utilisateur chez l'abonné. Ce qui est aussi bien de Beanius, c'est qu'ils ont ajouté tout ce qui est social TV, donc Facebook, Twitter. C'est des applications qui ont été intégrées sur la plateforme au niveau de la TV ou du iPhone pour directement dire aux gens qui sont connectés, bien, j'écoute ça, j'aime ça. Donc, il y a vraiment un effort là, de rassembler tout ce qui se fait présentement de hot et de le mettre sur une seule plateforme. Et juste pour vous donner une idée de ça a l'air de quoi, parce que c'est difficile à démontrer autre que live, là. Ça, c'est des screenshots de ce qu'on verrait au niveau de la télévision. Avec la même couleur, le même look and feel qu'on verrait au niveau d'un iPad. Donc, le GUI est un peu semblable. On va avoir les mêmes petits icônes pour voir la TV live ou de la TV VOD, autant au niveau de la TV que du iPad, ou même au niveau du iPhone. Donc, en gros, on pousse à partir de la tête de ligne ou de la centrale l'information vers l'abonné et c'est l'expérience utilisateur à ce moment-là. Donc, un plus petit joueur, un plus petit telco, un nouveau joueur qui veut lancer un service peut avoir des aspirations. C'est sûr, ce n'est pas le système d'Illico ou de Bell-Fire, mais peut réussir à faire quelque chose de relativement semblable à des coûts raisonnables et offrir vraiment un service qui va être seamless pour l'utilisateur, qui ne saura pas si le contenu vient d'un flux en streaming ou qui vient carrément d'un flux MPEG. L'expérience utilisateur, elle reste assez intéressante. Deuxième compagnie, Edgeware. Donc, Edgeware, c'est une compagnie suédoise qui se spécialise dans la fabrication de serveurs vidéo, mais pas pour stocker du contenu de production ou comme les broadcasters font habituellement, mais plus au niveau de la distribution, donc au niveau de la VOD et du streaming, donc vers les utilisateurs, la livraison vers les consommateurs. Donc, en gros, leur concept, c'est de dire on a du storage central sur des serveurs avec des disques durs. Eux, leur force, c'est de faire un serveur qui est extrêmement... avec beaucoup de capacité de storage en flash, qui permet beaucoup de read-write et qui permet de streamer rapidement, donc ce qui n'est pas nécessairement le cas du storage traditionnel. Et donc, le but, c'est de dire on va distribuer le contenu le plus populaire, qui, en termes de grosseur, n'est peut-être pas ce qui prend le plus de place, mais ce qui est le plus regardé. Donc, on a besoin de capacité, beaucoup de streaming. On va décentraliser ça vers l'edge du réseau, puis permettre aux gens... puis il y a tout un logiciel qui fait la gestion, quel contenu est populaire ou quel contenu n'est pas populaire. Puis, donc, c'est un peu le dessin qui est ici, là, en fonction de la demande. Qu'est-ce qui est le plus en demande, moins en demande, plus en... Fait que le contenu plus en demande va être caché dans les edges, en fait. Leur portfolio de produits, en gros, il y avait eu traditionnellement 2 produits. Le premier serveur qui était plus pour l'IPTV puis le câble au niveau de la VOD. Donc, quand vous commandez un film, il y a un back-office chez Vidéotron ou chez Bell où il y a ce genre d'application-là qui store le contenu. Puis quand la personne le demande, il y a un streaming qui part en unicast du serveur vers l'abonné, puis il y a une session unicast qui est faite.
Bon, au niveau over-the-top, qui est du streaming, donc HLS, Flash ou Smooth Streaming, c'est un peu le même concept, mais en HTTP au lieu de le faire en MPEG Transport Stream. Donc, il y avait 2 plateformes qui étaient en fait le même produit, mais avec des softwares différents, gérés par leur software. Puis ça, c'est un beau dessin qui montre comment l'architecture est distribuée. La beauté au NAB, ce qu'ils ont introduit, c'est une plateforme qui vient augmenter en termes de capacité parce que l'autre, elle a 6-7 ans d'âge. Donc, ça, c'est la plateforme la plus récente. Dans un RU, il y a 24 terabytes de storage flash. Ça veut dire que ce n'est pas du hard drive. La beauté du flash, c'est la rapidité où on peut faire du read-write. Donc, on the fly, il y a beaucoup de sessions concurrentes, que ce soit de la VOD traditionnelle chez Bell ou que ce soit du over-the-top sur des iPads. Il y a 20 gigabits par seconde d'information qui peut sortir vers des abonnés concurremment, 32 000 streams en même temps. C'est débile. J'ai jamais vu ça. Et c'est 85 watts, c'est moins qu'une ampoule électrique. C'est pas croyable. Alors, tout ça pour dire qu'il me reste 2 minutes. Dernier produit, BridgeTech. BridgeTech, c'est une compagnie de Norvège qui existe depuis aussi plusieurs années et qui, traditionnellement, avait fait de l'analyse MPEG, donc des probes, comme on vend plein de probes MPEG, on vend du Trivini, on vend du DECTEC, on vend toutes sortes de probes MPEG. Mais ce qui est génial de BridgeTech, c'est que maintenant, avec les mêmes probes qui sont un peu partout dans le réseau, bien, ils ont ajouté la fonction over-the-top. Donc, la capacité d'analyser, non pas en fonction du flux MPEG, puis sa construction, puis la syntaxe, puis les tables, mais si quelqu'un a sur le même réseau aussi des streams en smooth streaming ou en HLS, bien, à ce moment-là, le même appliance va faire l'analyse et va permettre de déterminer est-ce que j'ai les bons profils, est-ce que tout ce que je veux envoyer est envoyé, dépendamment de où est-ce que je suis dans le réseau, est-ce que la qualité de service est là. Donc, c'est les yeux, c'est l'équipement de test pour déterminer si dans l'implémentation over-the-top que quelqu'un pourrait avoir. C'est sûr qu'on ne contrôle pas le réseau du début à la fin, mais idéalement, on veut que chez l'abonné, qu'il y ait une connexion Internet acceptable, qu'il soit capable de recevoir le contenu, qu'il le reçoive de façon acceptable. 46 secondes pour vous dire qu'ils ont gagné le Game Changer Award, qui est un prix qui est décerné par l'IABM. Et ce n'est pas un prix que tu peux acheter, c'est vraiment un panel de gens qui, de façon indépendante, se sont promenés sur le terrain et ont déterminé que c'est une technologie vraiment qui est game changer. Ils ont mis ça sur des iPhones. Il y a des applications qu'on peut downloader sur des iPhones. Et pour terminer, sur notre compagnie, nos marchés, donc comme je disais, au niveau satellite, la fibre, le câble, l'IPTV, notre savoir-faire. Donc voilà, 6 secondes, terminé. Merci. Merci beaucoup, Louis. Ouais, merci. Alors, je vais inviter maintenant Dominique Bourget à venir. On va préloader ta présentation. Dominique est de la compagnie INSO. Alors, on va resetter le compteur. Bon. Son micro est fonctionnel? Allô? Oui. Et c'est parti. Bonsoir tout le monde. Donc, je me présente, Dominique Bourget de INSO. Ce soir, moi, je vais faire vraiment un speed dating. Donc, je vais vous montrer beaucoup de produits en survol. Mais ce qu'on veut, nous, c'est que vous nous appeliez, que vous veniez nous voir, qu'on vous les présente en détail. Donc, on va faire un bref survol. Et étant donné que c'est notre première fois ici, je vais vous parler un petit peu de qui est INSO, pour ceux qui ne nous connaissent pas. La plupart des gens nous connaissent pour les micro-boutiques. On a plusieurs micro-boutiques ici dans la région de Montréal et les environs. Les gens nous associent beaucoup à Apple, mais il faut que vous sachiez que 75 % de notre chiffre d'affaires est dans le PC. Donc, on a quand même tout le niveau corpo. On a des très, très gros clients au niveau HP et IBM chez nous et également Lenovo. Donc, notre entreprise est là depuis 30 ans maintenant.
On est dans les plus importants revendeurs TI au Canada. Ceux qui ne nous connaissaient pas de ce côté-là, on est des fournisseurs pour Hydro-Québec, par exemple. On emploie plus de 120 employés et on a un chiffre d'affaires de plus de 50 millions. Donc, nos services, en gros, on est évidemment spécialisé dans le service à la clientèle. Donc, les installations TI, les installations vidéo, parce que ma division à moi, c'est Inso Media. Donc, je vais vous en parler un petit peu plus tard. Et c'est ça en gros. Les compagnies en général qu'on représente. Donc, vous pouvez voir ici, on a déjà parlé d'Aja, Blackmagic, Matrox. On a EditShare, Isilon au niveau des storages centralisés, Quantum, les marques HP, IBM, Lenovo. On est aussi revendeur, évidemment, Adobe, je vais en parler un petit peu plus tard, Tiger Technologies, Telestream, NVIDIA, G-Tech pour les petits storages pour vos tournages. Qu'est-ce qu'on a vu cette année au NAB? Eh bien, on a parlé, en gros, de cloud et on a parlé de 4K. Donc, on entendait beaucoup parler de 4K au niveau cinéma dans les dernières années, mais là, ça s'en va vers le broadcast de plus en plus. Donc, ça va faire notre affaire parce que du 4K, c'est pesant, ça prend beaucoup de storage. Donc, une annonce qui a été faite vraiment dernièrement, un peu après le NAB, c'est le Creative Cloud, la formule d'Adobe au niveau du cloud. Donc, Adobe, les petites boîtes de votre Creative Suite, ça disparaît. Ça va être maintenant tout en téléchargement. Et nous, on est évidemment au niveau Gold, au niveau Adobe, donc on va être parmi les resellers de ce service-là ici à Montréal. Donc, si jamais vous avez besoin de plus d'informations sur l'Adobe Anywhere aussi, qui va arriver bientôt pour le montage collaboratif par le cloud. Comme je vous ai dit, je passe très rapidement. Les produits Aja, on en a parlé un petit peu tantôt, je vais passer rapidement. Kipro Quad, qui est maintenant disponible. Si vous voulez le tester, on l'a de disponible pour vous. Donc, vous pouvez passer le voir. On peut le mettre autant sur les Canon C500 que sur les Sony. Le workflow, on en a parlé un petit peu tantôt, je vais passer rapidement. Sur les Sony F55. Donc, comme vous voyez, 4 HD SDI qui rentrent à l'intérieur. On peut sortir en HD avec une sortie HDMI si vous voulez monitorer sur un moniteur standard. Donc, c'est très, très straightforward. Le i5 4K, c'est tout simplement que si vous voulez brancher un moniteur consommateur sur vos caméras pour avoir du monitoring rapidement. Donc, n'importe quel télé consommateur qui commence à sortir avec le HDMI 4K va pouvoir fonctionner avec ce petit mini-converter, comme vous voyez ici. Donc, ici, on a le Region of Interest que vous avez vu un petit peu tout à l'heure. Donc, ce qui vous permet avec une sortie DVI dans votre petit écran YouTube ici, on peut aller chercher une portion de votre écran et l'afficher sur un SDI pour broadcaster le petit minou qui fait du DJ. Nouveau système au niveau, beaucoup d'entre vous travaillent avec les FS2, avec les Kipro, c'est rendu vraiment bien répandu. Ils ont sorti le HRS Control, qui est un système automatisé pour synchroniser vos démarrages de Kipro très, très facilement, envoyer plusieurs recettes de FS2 à plusieurs FS2 en même temps. Donc, qui automatise aussi le transfert de fichiers après le stop record sur les Kipro. Donc, vraiment, une nouvelle interface très, très conviviale au niveau de Aja. Matrox, sorti 2 produits intéressants. La Mojito 4K, qui est tout simplement une carte de output 4K. Quand même très abordable. Je sais qu'on ne peut pas vraiment dire les prix, mais je pourrais vous le dire en particulier. Et le Monarch HD qu'on a parlé un petit peu tout à l'heure, qui vous permet de faire du streaming avec une entrée HDMI in, tout simplement, et de recorder en même temps un H264 haute qualité sur une carte SD. Des petits produits vraiment intéressants. Blackmagic, quand on va au NAB, évidemment, c'est les produits qui font parler énormément d'eux, parce qu'ils arrivent toujours avec un lapin qui sort de leur chapeau, on ne sait pas trop pourquoi ils ont fait ça, mais les produits sont quand même vraiment intéressants. La Pocket Camera, qui a été le produit vedette, je crois, du NAB cette année. Petite caméra qui fait du HD. Je pense que c'est la GoPro du cinéma. C'est vraiment, on peut mettre ça un peu n'importe où. C'est monture interchangeable EF, donc, mais on peut, avec des bagues d'adaptation, mettre la lentille qu'on veut là-dessus. Puis ça peut être quand même très impressionnant comme image pour un prix qui est ridicule, on s'entend. Ils ont parlé énormément aussi du 6G HDSDI qui s'en vient pour faire passer votre 4K plus facilement. Donc, on parle beaucoup du Ultra HD, du 6G HDSDI. Ça a été, pour la plupart de leurs produits, sont maintenant compatibles avec ce nouveau format de connectivité.
un bref aperçu. Ils ont sorti une caméra 4K aussi, abordable comme ça se peut pas. Le petit moniteur qu'il y avait déjà, le Smart 2 Duo, qui avait 2 moniteurs, maintenant, ils ont mis les scopes intégrés, donc on peut choisir avoir un scope ou un moniteur, ce qui est vraiment intéressant. Le multidock, c'est tout simplement un adapteur Thunderbolt pour transférer les disques pour le HyperDeck 4K. Je vais passer vite. Aussi un audio moniteur qui ont sorti cette année pour monitorer votre audio. Le Atem 4K, c'est un petit switcher qui switch du 4K, mais on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on va brancher là-dessus pour l'instant, mais c'est là. Resolve 10 pour la colo, c'est un logiciel qui est extrêmement puissant. Je vous invite, il va y avoir des présentations dans les prochaines semaines pour présenter ce produit-là. C'est vraiment poussé, ça coûte pas cher. Vous allez sur le site Internet, vous cliquez télécharger et vous pouvez l'essayer. C'est très, très simple. Ça ici, pour les Data Wrangler, c'est un produit qui est vraiment intéressant. C'est Thunderbolt. Vous pouvez faire votre transfert de data sur 2 disques en même temps et c'est USB 3. C'est un petit RAID dans chaque disque, donc ça peut vous donner un throughput de 220 MB par seconde par petit disque. Fait que chaque personne peut partir avec un disque et commencer à monter ou le mettre sur tablette pour un usage ultérieur, mais c'est un très, très beau produit. QNAP. L'air de rien, souvent, on reçoit des appels chez nous qui nous disent « J'aurais besoin de 64 TB demain matin, s'il vous plaît. Je suis dans la merde. Il faut que vous m'aidiez. » Puis, évidemment, ils nous disent « On n'a pas de budget. On est squeezé là. Fait que trouve-nous quelque chose vite. » C'est un produit très intéressant pour transférer du data rapidement parce qu'on peut mettre une connexion 10 GB à l'arrière. Et évidemment, on peut mettre beaucoup, beaucoup de data pour peu de frais. Par contre, attention, ce n'est pas un outil, un storage central de montage, comme je vais vous montrer un petit peu plus loin. C'est une solution alternative, pas chère, pour faire peut-être du backup ou des transferts de fichiers. EditShare. J'ai 5 minutes pour parler d'EditShare. C'est notre produit vedette chez INSO. C'est la solution globale de A à Z pour la post-production. Évidemment, nous autres, on parle beaucoup plus de post-production qu'au niveau caméra. Les EditShare sont en 4 versions. On a la version Extreme, qui est la haut de gamme, Energy, Metro et le Field, qui est fait aussi pour le data wrangling. Donc, c'est un petit storage qu'on peut amener sur un set. Et une fois qu'on revient avec le Field, on le branche sur le EditShare central et la synchronisation va se faire et il va populer en même temps votre metadata pour l'ensemble du... Voilà. Excusez, je cherche mes mots. EditShare, ce qui fait que c'est très puissant, c'est qu'on peut prendre de l'expansion énormément avec leur système. Donc, avec une tête dirigeante en haut, on peut mettre tous ces châssis d'expansion-là sur une tête. Mais on peut également ajouter des têtes et ajouter des boîtiers d'expansion à ces têtes-là. Donc, une possibilité de storage quand même très intéressante. Présentement, on a eu des 6 pétabytes, mais officiellement, on pourrait monter encore plus. Donc, on peut faire aussi Mix and Match, Energy, qui est des storages qu'on peut mettre une seule expansion qui est plus abordable, mais on peut faire des mix entre le Extreme et l'Energy, qui va nous permettre d'avoir, sur certains projets, beaucoup de bandwidth et sur d'autres projets, plus de capacité pour un prix raisonnable. Voici un workflow complet EditShare. Donc, on part de notre ingest, que ce soit en live ou en caméra ou en tape. On va rentrer dans ce qu'on appelle l'ingest en HDSDI ou bien en tapeless, ça se fait aussi. On va rentrer dans notre système centralisé qui est ici. Ça, c'est seulement du storage. En même temps, on va faire des proxys ici pour les systèmes autant Avid que Final Cut ou Adobe. Donc, vous choisissez le format de votre choix. Et évidemment, on peut monter sur tous ces systèmes-là également. On parle même de Smoke et After Effects qu'on supporte également. On a aussi les serveurs de Playout et l'archivage avec Arc, que je vais vous parler un petit peu plus loin. Partage de projet, je vais passer très rapidement. Ça nous dit si le fichier de projet est présentement en lecture avec une autre station dans votre groupe. Donc, vous pouvez voir avec le système de cadenas si c'est présentement ouvert. Flow Ingest, je vais passer rapidement. C'est notre système de media management. Donc, tout ce qu'on entre dans le EditShare est catalogué avec du metadata. Donc, vous pouvez, avec le Flow Logger, ici, on voit une version pour le Logger Live. Donc, on peut, avec seulement des boutons, définir le metadata et pendant que le signal live joue, on peut cliquer quel personnage, quel metadata on rentre pour chaque clip. Et ça se log automatiquement.
Le Airflow, nouveauté du NAB, c'est tout est par le web, donc vous avez accès avec votre librairie par le web et faire du montage rough, donc faire vos storyboards par le web en choisissant vos shots et faire des in, des out et monter un storyboard. Arc, on a le disponible Arc Disc ou Arc Tape, donc librairie backup ou bien en disque en Nearline. Jeeves, je passe très rapidement. On a le Jeeves Multiviewer qui est maintenant disponible avec nos systèmes. Ça, c'est pour le playout et pour le record. Donc, on est capable de travailler, faire du live avec ça. Il y a aussi le Jeeves Sports qui fait des ralentis. Je passe très, très rapidement. Le nouveau Jeeves Scheduler, qui est un simple calendrier. On peut dire à quel channel on veut enregistrer selon l'événement qu'on veut capturer. Évidemment, il y a les controllers, les GPI, LTC. Lightworks, qui est un produit de montage et de chair, qui est maintenant disponible pour Mac. Nos réussites cette année, Ubisoft, qu'on a fait un 96 TB avec eux, qui est en expansion depuis quelques semaines déjà. Lucam, qu'on a fait le département des médias aussi avec la solution Total. Voilà, j'ai réussi à passer au travers. Quelques références avec qui on travaille ici à Montréal. J'en ai un que j'ai pas mis, mais j'aimerais dire qu'on travaille aussi avec Vision Globale. J'ai pas eu le temps de mettre le logo, mais c'est ça. Ça, c'est tous nos clients avec qui on travaille au niveau storage centralisé. Voilà, je pense que j'ai réussi. 36 secondes. Comme je vous ai dit, c'est un bref aperçu. Venez me voir, je vais vous laisser ma carte d'affaires et ça va me faire plaisir de vous rencontrer. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dominique. Merci. Alors, notre prochain présentateur, je vais vous présenter Patrice de chez Sonotechnique. On va montrer sa présentation. On va resetter le compteur. Es-tu bon? Est-ce que vous m'entendez? On n'est pas des habitués ni du fast dating, ni du speed dating, je devrais dire, ni du SMT. Merci à Daniel qui nous a invités pour venir faire une présentation. On va vous présenter 2 produits ce soir qui sont technologiquement avancés, mais faciles à comprendre. Là. Ça ne sera pas trop high-tech. Donc, il y a un système de gestion du loudness, donc gestion intelligente du loudness, qui est un appareil du manufacturier TC Electronic, qui a déjà fait ses armes dans le loudness management, là, qui est à la 3e génération de produits du genre. Donc, c'est un outil, un appareil qui peut être utilisé autant en diffusion qu'en ingest. Et c'est mon collègue Antoine Rotondo, qui est notre spécialiste de produits, qui va vous faire cette présentation-là. Et moi, je vais suivre après avec la présentation d'un autre produit, qui est le Pix 260i de Sound Devices. Donc, Antoine, c'est à toi. Merci. Alors, bonsoir tout le monde, merci. La gestion intelligente du loudness, effectivement, on a un problème de plus en plus. Ça fait des années que ça dure. Par exemple, on écoute une émission, arrive l'annonce, et puis là, wow, c'est trop fort. Parallèlement à ça, dans l'industrie de la musique également, il y a un autre type de problème de loudness, c'est que tout est trop fort également, mais tout est trop compressé. Donc, depuis quelques années, l'ITU, donc la norme ITU BS 1770, des gens se sont mis ensemble pour développer finalement une solution à ce problème-là. Et TC Electronic, depuis déjà plus de 25 ans, qui fabrique des appareils très spécialisés dans l'audio, que ce soit du traitement de signal et des choses comme ça, eux ont emboîté le pas finalement pour mettre la main à la pâte et développer une super belle machine qui s'appelle le DB6. C'est un appareil, TC Electronic, chef de file dans l'industrie, que ce soit pour la diffusion HD, la diffusion mobile, la diffusion multiplateforme et tout ce qui est en direct live. C'est un appareil donc, qui offre une excellente qualité audio, un rapport qualité-prix exceptionnel aussi, ce qui est relié à la haute densité, c'est-à-dire que dans un format 1U, on peut mettre beaucoup de traitements de signal et on peut accomplir beaucoup de choses. Et donc, voilà, ils ont développé un algorithme qui permet de respecter les nouvelles normes ITU dont je viens de vous parler, afin d'avoir finalement une uniformité, que personne ne soit en compétition et que l'utilisateur final, la personne dans son salon, puisse vraiment jouir et bien bénéficier de son téléviseur. Donc, ça ressemble à ça, un format 1U, et donc à installer chez les télédiffuseurs, comme ici Radio-Canada.
On peut faire la gestion du loudness en une seule étape, c'est-à-dire tout contrôler, que ce soit afficher les valeurs, les niveaux, que ce soit compresser le signal et finalement normaliser tout ça. Et en bout de ligne, on se retrouve avec un flux audio qui respecte donc les normes qui sont maintenant imposées par le CRTC. Le gouvernement du Canada a dit « ça y est, on emboîte le pas nous aussi », comme ça a été fait aux États-Unis avec le CALM Act. Et là, maintenant, donc, le CRTC, depuis déjà quelques mois, a dit « ça y est, tous les télédiffuseurs doivent avoir un genre d'outil, c'est-à-dire un outil du genre, tenir à jour des logs, donc journaliser l'information. Puis ceux qui ne respectent pas ça, finalement, vont se faire taper sur les doigts. Voilà, juste pour revenir à ceci. TC Electronic, par ailleurs, est reconnu comme un développeur de produits qui durent très longtemps. Un appareil très connu, c'était le TC6000. Puis la version studio, ça a été le M6000. Ça fait déjà 15 ans que les gens utilisent encore la même boîte, le même appareil. On le retrouve encore aujourd'hui et ça fonctionne encore très bien. Et donc, dans cet appareil, on a évidemment la possibilité de faire des mises à jour logicielles, upgrader le firmware, et puis, donc, ça peut durer des années comme ça. C'est un investissement qui est sécuritaire, si on peut dire. Donc, l'algorithme Loudness Wizard, un peu en surface, je vois qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. On a un autre produit à présenter, donc je vais vraiment y aller rapidement. Principalement, c'est qu'on a, d'une part, l'affichage des niveaux de loudness. Donc, on a à droite des vumètres à bord. On a, d'une deuxième part, on a tous les outils qui vont venir limiter, qui peuvent, disons, compresser, comprimer la gamme dynamique dans un certain intervalle qui nous intéresse. Puis, en bout de ligne, finalement, on fait un genre de contrôle des qualités, puis on s'assure qu'on respecte les normes qui sont maintenant obligatoires. Mais on a quand même une période de grâce, encore quelques mois avant qu'on entende des gens se faire pincer. Mais bon, voilà. C'est à peu près ce que ça fait, ce Loudness Wizard-là. Je vais vous montrer des genres de schéma blocs, voir comment un peu ce que ça peut faire. On peut prendre un signal 3G SDI, que ce soit du stéréo, soit du 5.1 ou les deux, finalement. Et même plus, dans un seul stream flux 3G SDI, on peut avoir même 16 canaux audio. Donc, dans ce cas-ci, la matrice qu'elle fait, si elle détecte un signal stéréo, elle va automatiquement l'up-mixer, la transformer en 5.1. Si elle détecte un 5.1, elle peut faire le contraire, le down-mixer. Puis, en bout de ligne, on sort avec un flux qui est, d'une part, toujours synchro. La vidéo et le son vont rester très synchro. On a des outils qui vont corriger le niveau et puis limiter aux besoins. Donc, voilà, quelques cas de figure toujours. En fait, ça va venir plus tard. Mais bon, voici l'outil polaire, le polar, l'affichage polaire du loudness qui est développé par TC. C'est aussi disponible en plugin. Ça s'appelle le LM6. Je vais devoir aller très rapidement. On peut évidemment loguer toutes ces valeurs-là, puis finalement tenir à jour nos livres comme ça. Quelques détails additionnels. Il y a de la redondance. Je vais tout de suite aller à la prochaine pour vous le montrer. Ici, on a la redondance dont je parle, l'alimentation, et finalement, on a jusqu'à 3 modules 3G SDI que l'on peut ajouter dans l'appareil. Voici, bon, ça, je vais devoir passer. Il me reste seulement 8 secondes. Je continue, c'est abordable, mais on ne parle pas de prix aujourd'hui. Ça, c'est un exemple d'un DB6 single, c'est-à-dire un peu plus restreint, plus efficace au niveau du coût, si on peut dire, pour les gens qui ont moins de besoin, un seul flux HDI. Je continue. Ça, c'est ce à quoi ça ressemble. Avec le contexte d'utilisation, je vais aller très vite, mais comme je vous ai dit, stéréo à surround, surround à stéréo, on limite, on respecte le loudness, ces choses-là. Et puis, on peut tenir à jour un journal, finalement, des valeurs là, par émission. On sait toujours... si quelqu'un appelle pour se plaindre, on peut dire « Non, 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 on avait les valeurs de loudness, c'est pas vrai, c'est votre téléviseur qui ne fonctionne pas. » Genre d'affaires-là. Donc, voilà. On peut mettre jusqu'à 3 cartes, donc 3 flux.
On peut en mettre en cascade les cartes. Donc, si on a 16 channels sur un flux SDI, on peut aller channel 1 à 8, les traiter dans la première carte, en cascade dans la deuxième carte. Et finalement, on peut mettre tous les appareils en réseau Ethernet, et contrôler et configurer à distance avec le gestionnaire qui s'appelle Icon de TC. Donc, à partir des prix, on s'en fout. Et je vous remercie. Merci beaucoup. Je passe la parole à Patrice. Merci, Antoine, pour les 4 minutes 40 secondes que tu m'as laissées. Donc, moi, je vais vous parler, comme je disais, d'un appareil qui est fabriqué par la compagnie Sound Devices, une compagnie américaine qui existe depuis 1998. Alors, j'imagine que... Non, ça, c'est le laser. Forward. OK. Donc, le Pix 260i fait partie de la famille Pix. Il y a eu 2 appareils qui sont sortis il y a plus d'1 an maintenant, le Pix 240 et le Pix 220. Donc, la compagnie existe depuis 1998, une grande expertise en prise de son. Aujourd'hui, les mélangeurs et les enregistreurs de la série 7 sont utilisés partout, sur les plateaux de tournage, en film, en vidéo, téléséries, nommez-les. Ils sont partout. Donc, leur nouvelle cuvée, c'est les enregistreurs vidéo. Fort de leur connaissance de l'enregistrement de fichiers numériques et du workflow qu'il y a en aval, ils ont décidé d'aller vers la vidéo. Donc, ils ont construit ces appareils-là. À une époque où le ruban devenait rare, où on parlait d'haute définition, on parlait d'audio non compressé, de vidéo compressée, une tonne de codecs qui existaient. Et puis, on avait le choix de stocker sur des disques, des cartes mémoire, tout ça, c'est précipité. Ça a donné éventuellement ces 3 modèles-là. Le plus récent, c'est le Pix 260, qui, lui, est notre coup de cœur du NAB. On en a parlé beaucoup avant, mais c'est assez récent qu'il est disponible sur le marché. Contexte d'utilisation du Pix, prolonger la durée de vie des caméras ruban, apporter un enregistrement de meilleure qualité sur des caméras qui enregistraient des basses résolutions, enregistrer en basse résolution là, sur des workflows HD, production à multiples caméras et lecture et vidéo assist sur les plateaux de tournage. Donc, ça, c'est le Pix 240. C'est probablement l'appareil le plus vendu en ce moment. Caractéristiques de base, robustesse, conçu pour les conditions extrêmes, connecteur pleine grandeur, châssis en fibre de carbone métallisé, opération conviviale, outils vidéo et audio multifonction. Sound Devices étant une compagnie d'audio, ils ont vraiment soigné tout l'aspect audio, donc l'enregistrement de l'audio est d'aussi bonne qualité. Les 2 types de connexions qu'il y a sur le Pix 240, les formats dans lesquels, ou les codecs dans lesquels la vidéo s'enregistre. Donc, j'ai le choix d'enregistrer en ProRes 4444 ou en DNX HD avec des résolutions ou des bitrates de, je crois que c'est 45 à 220 mégabits seconde. Je peux enregistrer sur Compact Flash, disque SSD. J'ai un PixCaddy, c'est le contenant du disque dur que je branche dans l'appareil qui, une fois déconnecté, me permet de lire le contenu en Firewire 800, USB 3.0 ou en eSATA, les 3 formats. Alors, il y a de la conversion ascendante, descendante, croisée, pull-down removal, par autodétection des mouvements, conversion des aspect ratio, proportion d'image. Il y a un moniteur qui permet d'afficher la vidéo avec une grande qualité, un moniteur de type IPS, là, qui est le in-plane switching, avec un assistant au foyer, edge enhancement ou peaking, assistant exposition, exposure, zébré ou fausse couleur, 4 ou 12 niveaux. Et évidemment, les niveaux audio, là, ici, on voit les niveaux stéréo, mais on peut enregistrer jusqu'à 8 pistes sur ces appareils-là. Est venu au monde, donc, plus récemment, le Pix 260, qui est une unité rack-mount, 2 rack units, qui sont côte à côte, donc 2 rack units de haut et un demi-rack de large. Ce qu'on voit ici, c'est un Pix 260 avec son écran fermé, et ici avec l'écran ouvert pour donner les 2 fentes d'expansion pour les disques durs SSD qu'on peut placer ici. J'ai d'autres fentes d'expansion, j'ai d'autres connectiques en arrière qui me permettent de brancher 2 autres disques durs en eSATA pour un total de 4 médias, 4 drives. Sur lesquels je peux enregistrer en séquence ou en parallèle. Enregistreur de vidéo audio idéal pour environnement de production, post-production, réseautable, donc je peux contrôler et transférer des fichiers via un réseau Ethernet.
entrée 3G, SDI et jusqu'à 32 pistes d'audio simultanément. Les entrées-sorties, donc j'ai 8 entrées, 8 sorties ligne analogue. J'ai balancé, bien sûr, 8 in and out AS. J'ai 2 entrées lignes qui peuvent être 2 entrées micro. J'ai 2 sorties line-out. J'ai une prise réseau et je n'ai plus de temps. Merci. Merci beaucoup, Patrice. Merci. Merci. Je vais remettre les commandes. Alors, comment vous avez trouvé ça? C'est bon? Good. Alors, juste faire un petit remerciement aux 8 entreprises qui sont venues ce soir nous présenter. Donc, Applied, Ordigraph, Sonovidéo, CEV, LL Lozo, Incospec, INSO et Sonotechnique, et qui ont aussi commandité le café et les biscuits. Alors, une grosse main d'applaudissements. Merci tout le monde. Alors, on n'oublie pas les 2 prochaines soirées, le 28 mai à l'ONF, la journée de formation le 30 mai, qui se fait ici chez Radio-Canada. Et naturellement, le golf le 14 août. On va vous envoyer les invitations. Et n'oubliez pas les préenregistrements, vous économisez beaucoup. Alors, merci à tout le monde. Bonne soirée. Les gens sont autour, on peut échanger et avoir plus d'informations des fournisseurs. Merci.